Ici Sophie-André Blondin. Voici les années-lumière. On en mange, on en respire, on s'en couvre. Les microplastiques sont partout, même en nous, et même dans notre cerveau, dans des quantités qui risquent de vous impressionner. Est-ce qu'on parvient à déterminer ce que ces particules ont comme effet sur notre santé? Bonjour tout le monde, Sophie-André Blondin avec vous et toute l'équipe des Années-Lumière qui est là pour vous livrer la récolte de sujets de cette semaine. Bonjour tout le monde! Bonjour Sophie-André. Jean-François, oui, on parle souvent de notre corps. On dit que 60% de notre masse d'humain adulte, c'est à peu près de l'eau, 15% c'est notre squelette, mais là on va parler d'évaluer la part de plastique, de microplastique en nous. Oui, les études se multiplient. On trouve de plus en plus de ces morceaux de plastique microscopiques dans nos organes, jusque dans notre cerveau. Et on commence, oui, à discerner les conséquences sur notre santé. Pour ce qui est du poids de la part plastique de nous, je peux déjà vous en donner un chiffre. Je vous donne quelques minutes là, pour essayer de deviner ce que ça peut peser, le plastique qui vraisemblablement se trouve déjà maintenant dans votre cerveau. Dans notre cerveau? Oui. On va se mettre à calculer. Gino, avant de calculer, répondez-moi, là, il pleut, ça déborde, parfois ça inonde. Il y a pourtant des solutions. Oui, et comme souvent, il y a des solutions qui peuvent se trouver dans la nature. Pour les pluies diluviennes et les inondations en ville, on peut penser aux parcs éponges et autres infrastructures vertes du genre. C'est ce dont je vais vous parler aujourd'hui. Et Alexandre Touchette, est-ce qu'on a finalement levé le voile sur le manteau? Bien, pas totalement encore, mais ce qui est certain, c'est qu'on va en apprendre davantage au cours des prochaines années avec l'analyse plus poussée d'une carotte de près de 1200 mètres qui a été forée dans de la pierre qui provient là, du manteau terrestre. Ah, manteau terrestre, voilà. Oui, et là, c'est un record parce que les forages précédents s'étaient arrêtés à environ 200 mètres de profondeur. Donc, j'ai parlé à 2 chercheurs qui ont participé à cette mission sur un navire de forage et qui m'ont expliqué à quel point cet échantillon là, de roche était exceptionnel. Il y a possiblement un nouveau cratère d'impact sur la Côte-Nord. Il ferait 15 km. Il a été repéré par un citoyen qui naviguait comme ça sur Google Maps. Il y a une équipe de chercheurs qui est en train de mener l'enquête pour vérifier s'il s'agit bel et bien d'un cratère qui aurait été laissé par la chute d'un astéroïde il y a quand même plusieurs millions d'années. C'est une histoire très originale de découverte scientifique qui a été faite d'ailleurs par un de nos auditeurs. Pénurie de personnel enseignant, outre les enjeux évidents dont vous entendez parler qui se vivent dans les salles de classe en cette rentrée, qu'est-ce que ce manque d'enseignants qualifiés fait apparaître comme défi plus spécifique pour la formation scientifique? On va parler de placenta, non? Un organe imposant mais éphémère. En fait, c'est un livre ouvert, le placenta, sur la santé des enfants, du bébé, la santé de la mère. On est en train d'apprendre à lire ce livre-là. Et il y a tout un congrès qui est dédié au placenta qui se prépare. On va en discuter avec une chercheuse du domaine. Et l'avez-vous vu? Cet immense diamant qu'on a découvert au Botswana, il fait près de 500 grammes, un demi-kilo. C'est le deuxième plus gros diamant trouvé depuis 1905. Déjà, c'est impressionnant, mais on va voir que la technologie utilisée pour le trouver, bien, ça n'a rien à voir avec celle qui a été utilisée d'ailleurs il y a plus d'un siècle. Et là, on passe, on l'espère, des demi-kilos au gramme ou au nanogramme, et on va parler de ces fameux microplastiques, tout ce plastique autour de nous qu'on ne peut pas voir, des morceaux de plastique microscopiques. Ça pose problème, Jean-François. Oui, il y en a plein l'environnement. On a tous vu des documentaires ces images-là de continents de plastique, oui, des animaux empêtrés dans le gros plastique. Mais il y en a donc de tout petits morceaux dans l'environnement et dans les organismes vivants qu'il y a là-dedans, à commencer par nous-mêmes. Alors, on parle de microplastiques. Ça, c'est des plastiques dégradés en tout petits morceaux de moins de 5 mm. Et donc, ça peut être assez gros, bien visible à l'œil nu. Mais aussi de nanoplastiques, des mini-billes de plastique de taille nanométrique qu'on peut même pas voir. Là. C'est tout petit. Tellement petit, d'ailleurs, ces particules qu'elles entrent en nous. Bon, on s'en doutait. Là, ça se confirme. C'est ça. Les études s'accumulent, montrent qu'on en a effectivement un peu partout en nous. Dans nos poumons, on a montré ça, dans nos reins, nos foies, nos cœurs, nos artères, notre sang, la moelle de nos os, nos organes reproducteurs et maintenant jusque dans nos cerveaux. Oui. Comment ça? Bien, parce qu'on en inhale. Hein? Il y en a dans l'air, des toutes petites particules qu'on respire, on en intègre à travers notre peau. Pensez cosmétique, on en a déjà parlé ici. Et surtout, on en avale. On en mange, on en boit dans des aliments contaminés. Pensez au poisson là, qui a grandi dans un océan où justement il baignait dans le nanoplastique, mais aussi parce que nos emballages, nos contenants plastiques, surtout les plastiques à usage unique, en libèrent. Alors, ce qui a secoué beaucoup de monde
tout dernièrement, c'est cette étude qui, en fait, est en voie d'être publiée. Elle ne l'est pas encore, mais les NIH américains l'ont déjà rendue disponible sur leur site. Alors, ce sont des chercheurs de l'Université du Nouveau-Mexique aux États-Unis qui ont scruté les cerveaux de 91 personnes après leur décès et ils en ont trouvé dans chacun de ces cerveaux-là, sans exception, des micros et des nanoplastiques, des concentrations encore plus grandes que ce qu'on trouve dans tous les autres organes qu'on a observés. Ah oui? Et dans 24 de ces cerveaux-là, qu'ils ont analysé cette année, là, 2024, ils ont trouvé que 1,5% du poids de chaque cerveau, en moyenne, c'était des particules plastiques. Mais c'est énorme! C'est fou, oui, 1,5%. Faisons ça, imaginez, là, un cerveau adulte moyen pour un homme, là, c'est 1,350 kg. Alors, on parle de 6,75 g de plastique contenu là-dedans. Ça, c'est 2 cuillères en plastique comme celle-ci, des cuillères de cafétéria. Vous avez apporté une cuillère. Voilà. On a 2 fois ça dans le cerveau. Oui, ou alors 2 petits personnages Lego standards, si ça vous dit un peu plus quelque chose. 2 Playmobil, c'est le même poids. Wow. On a ça vraisemblablement chacun dans notre cerveau présentement. Alors, autre élément déconcertant pendant qu'on médite à tout ça, c'est que leur étude porte sur des cerveaux récoltés entre 2016 et 2024. Et les cerveaux de 2024 contiennent 50% plus de matière plastique que ceux de 2016. Ce qui suggère, quoi qu'on n'est pas devant des grands nombres, là, il faut le dire, mais que le phénomène est en augmentation. Et c'est une augmentation qui suit la courbe de l'augmentation qu'on mesure là, des matières plastiques dans l'environnement. Bon, une fois qu'on l'a ingéré, qu'on s'en est enduit ou qu'on l'a respiré, on sait comment ça entre dans notre organisme. Mais une fois là, est-ce qu'on sait comment ça se fait un chemin jusque dans le cerveau? Et est-ce qu'on sait avec quelles conséquences ça se trouve là? Bien, on comprend pas tout encore, mais ça occupe beaucoup de chercheurs, beaucoup de brillants cerveaux qui se penchent là-dessus. Alors, on cherche par exemple à voir si la quantité de plastique trouvée dans les cerveaux de personnes atteintes de maladies neurodégénératives contiennent davantage de nanoplastiques que les autres. A priori, disent les auteurs de la même étude, là, il semble que oui, mais ça reste à valider. Je vais vous faire entendre un autre scientifique qui essaie, lui, de reconstituer, comme vous le disiez, le voyage des nanoplastiques à l'intérieur de nous. C'est le professeur Stéphane Lefrançois, qui est professeur de biologie cellulaire à l'Université de Montréal et à l'Université McGill, chercheur à l'Institut national de recherche scientifique, l'INRS. Alors, lui et son équipe, ils cherchent non seulement à comprendre donc, les mécanismes qui font que les particules de plastique pénètrent comme ça notre cerveau, mais ils essaient aussi de découvrir ce que leur présence entraîne comme conséquence. Par le système de digestion, le microplastique est absorbé au niveau de l'intestin et ensuite se retrouve dans plusieurs tissus. Le mécanisme exact n'est pas tout à fait connu. On pense que ce serait peut-être par le système lymphatique et non le système sanguin, mais on n'est pas à 100% sûr à ce moment. Et ensuite, ils peuvent voyager dans le corps jusqu'au niveau du cerveau, où ils sont capables de pénétrer la barrière hématocéphalique. Donc, les nanoplastiques se retrouvent dans le cerveau. Oui. Et là, évidemment, ça ne peut pas être la présence comme ça de ces nanoplastiques un peu partout dans les tissus. Ça ne peut pas être sans effet sur les fonctions de l'organisme, sur la santé. Qu'est-ce qu'on sait sur ce plan-là des effets sur notre santé? Au niveau du cerveau, on a observé dans nos modèles animaux que les billes de microplastique peuvent causer de l'inflammation. Donc, c'est un processus cellulaire que si l'inflammation n'est pas contrôlée, a des effets néfastes sur la survie des cellules et peut causer plusieurs problèmes de santé, incluant plusieurs maladies neurodégénératives qu'on retrouve de l'inflammation. Il y a des études qui ont démontré que les billes de micro- et nanoplastiques peuvent interagir avec des protéines qui sont impliquées dans les maladies, donc la maladie de Parkinson's. Donc, est-ce qu'il y a une corrélation entre les billes et ces maladies neurodégénératives? Ça, on ne le sait pas. C'est quelque chose qui nous intéresse aussi. Oui, ça nous intéresse, oui, nous aussi. Stéphane Lefrançois, qu'on entendait, donc, il a trouvé que les nanoplastiques se rendent jusque dans le cerveau où ils semblent pouvoir nuire à la santé des neurones, en tout cas. On peut imaginer que dans tous les organes où les plastiques vont s'incruster, ça peut causer des problèmes de toutes sortes. On peut imaginer ça, certainement. J'en ai parlé avec un autre chercheur qui s'intéresse à ça de très près. C'est Daniel G. Cyr, professeur à l'INRS, spécialiste en biologie cellulaire et moléculaire
expert lui aussi. Alors, il est titulaire de la chaire de recherche du Canada en toxicologie de la reproduction. Alors, il s'intéresse à d'autres systèmes, on va dire ça comme ça, mais il s'intéresse aussi aux nanoplastiques. On a parlé ensemble d'une autre étude publiée cet été, quand je vous disais que ça s'accumulait vite. Alors, elle montrait, elle, qu'il y a des nanoplastiques dans le système reproducteur masculin. C'est vrai chez les chiens, c'est vrai chez les humains aussi. Un phénomène que lui-même avait pu documenter en travaillant sur des souris. Alors, souris chez qui il voyait donc des nanoplastiques qui traversaient une autre barrière supposément infranchissable du corps humain, la barrière hémato-épididymaire. Ça vous dit peut-être quelque chose, l'épididyme, là où on fait les spermatozoïdes. Alors, barrière qui est supposée isoler de façon étanche les fragiles spermatozoïdes en développement. Eh bien, ça semble avoir des effets là aussi. On peut l'écouter, Daniel Cyr. Ce qu'on a trouvé, c'est que les plastiques peuvent être faits de différents composés. Ouais. Il y en a que c'est du polystyrène, il y en a d'autres c'est du polyéthylène. Il y a toute une gamme de produits chimiques. Et il y avait 6 types de plastiques ou de nanoplastiques qui ont été retrouvés chez les testicules des hommes et chez les testicules des chiens. Mais on soupçonne qu'en termes de conséquences, il y a des effets sur la fertilité. Exactement. Il y a une corrélation. Donc, plus que de nanoplastiques, moins que la qualité des spermatozoïdes est bonne. On voit qu'il y a une baisse de motilité, il y a une baisse du nombre de spermatozoïdes qu'on voit dans ces études-là. Il faut qu'on pense le plastique, là, c'est des produits qui sont très réactifs et donc stimulent un effet inflammatoire au niveau des tissus. Tout le système reproducteur masculin, c'est un système fermé. Une fois qu'on forme les spermatozoïdes dans le testicule, il y a des interactions cellules qui forment ce qu'on appelle une barrière. Et donc, ça protège le spermatozoïde du système immunitaire parce que le système immunitaire reconnaît le spermatozoïde comme étant du non-soi. C'est vrai. Et donc, attaque les spermatozoïdes. Donc, c'est un système qui est fermé. L'inflammation a des effets sur les protéines qui viennent former cette barrière. Et avec l'inflammation, ces barrières-là ont tendance à ouvrir. Et en affectant ces barrières-là, on a une tendance à avoir des plastiques qui peuvent entrer. Et les spermatozoïdes, du moins c'est ce qu'on pense, la maturation des spermatozoïdes va être affectée. Daniel Cyr, donc encore, Jean-François, une association à creuser, donc l'effet possible des plastiques, des microplastiques sur la fertilité. Oui, et puis il m'expliquait, Daniel Cyr, que la moitié des cas d'infertilité chez les hommes est idiopathique, c'est-à-dire qu'elle est inexpliquée, et les nanoplastiques pourraient bien être les coupables qu'on cherchait, encore une fois, en raison de l'inflammation qui cause même chose que dans le cerveau. Et là, si les plastiques entraînent comme ça une inflammation importante, que ce soit directement ou indirectement, avec les produits chimiques qui s'en échappent, une perturbation de toutes sortes de barrières, comme on l'entendait, d'un appauvrissement du microbiote, bien, le fardeau sur la santé est même potentiellement immense au-delà des neurones et des spermatozoïdes, là, parce que les maladies qui sont associées à de l'inflammation, on les connaît bien. Pensez cancer, diabète, maladies cardiovasculaires et respiratoires. Et c'est des maladies qui sont de plus en plus présentes. Déjà, ça représente un fardeau incroyable pour le système de santé. Oui, un fardeau immense, comme les maladies neurodégénératives dont on parlait tantôt avec le professeur Lefrançois. Alors, ce qui m'amène à vous parler d'un autre article récent qui a attiré mon attention, publié cet été, lui aussi dans Cell Reports Medicine. Alors, vraiment, tout ça progresse vite, oui. C'est une équipe de chercheurs multidisciplinaires qui s'est livrée à une revue de littérature. Alors, ils sont allés évaluer, à la lumière de toutes ces recherches-là qui s'accumulent et qui décrivent maintenant combien on est bourré de plastique, qui commencent à décrire les effets de tout ça. Alors, ils sont allés évaluer ça, évaluer le potentiel des des nanoplastiques, d'alourdir encore le fardeau de ces maladies qui déjà nous écrasent. Parmi ce groupe-là, il y avait l'écologiste environnementale Valérie Ouellette, une Québécoise qui était alors à l'Université de Birmingham, qui maintenant travaille aux États-Unis. Elle m'a expliqué un peu leur démarche et l'appel qu'ils lancent. On pense que la charge de plastique et des produits dérivés qui rentrent dans le corps pourrait avoir une interaction avec les maladies non transmissibles via la réponse inflammatoire. Donc, c'est une réponse qui est la même dans ces maladies-là et ce que le plastique, les microplastiques pourraient provoquer dans l'organisme. Puis, on voit une augmentation de ces maladies-là dans les 20 dernières années, 20-30 dernières années, qui correspond. Bon, là, c'est facile de dire, bon, c'est corrélé à, mais c'est en même temps qu'on voit une augmentation aussi des plastiques dans l'environnement. Donc, il faut vraiment répondre à ces questions-là. Ça ne veut pas dire que tout ça vient de notre exposition au plastique. Or, ce que vous dites, c'est qu'il faut fouiller ça plus loin parce qu'on parle de problèmes qui comptent pour quoi? 70% des décès, là, c'est-à-dire les cancers, les maladies cardiaques, le diabète, les maladies respiratoires.
Oui, 70%, plus de 70% des mortalités. Puis, si on pense aussi au côté économique, ça augmente la pression sur le système de santé aussi. Fait que ça nous permet aussi de nous préparer au futur, sachant que ça va juste aller, s'il y a vraiment une interaction, on peut prédire que ça va être de pire en pire. Ces maladies-là, on va en voir de plus en plus. On va voir le taux augmenter. Donc, ça permet aussi de penser un peu à comment on va gérer notre système de santé éventuellement, parce qu'il va falloir s'y préparer si c'est le cas. Ou de penser à comment on va se sauver en courant. Alors, Virginie Ouellette, avec ses co-auteurs, fait cet appel, donc, plus sérieusement, là, à plus de collaboration interdisciplinaire entre les écologistes comme elle et le monde de la recherche biomédicale pour documenter tout ça parce qu'on commence à peine à le mesurer. Et il lance cet appel à agir tout de suite, sans attendre plus de preuves non plus, parce que notre exposition plastique est déjà connue. Oui. Et comme l'ont fait les auteurs de cette dernière étude là, sur la présence des plastiques dans nos cerveaux, d'ailleurs, parce que pendant qu'on documente les dégâts de tout ce qu'on a mis déjà dans l'environnement, bien, on continue d'en produire toujours plus de ces matières-là, de s'exposer chaque jour un peu plus et d'en avaler chaque jour un peu plus. Fort intéressant, un peu inquiétant. Est-ce que vous vous cacheriez la petite cuillère en plastique que vous avez? Ça me déconcentre d'imaginer que j'ai l'équivalent de ça dans le plastique dans le cerveau. Merci, Jean-François. Je vous en prie. On est habituellement friand de recettes pour allonger nos vies. Tout ce qui semble affecter notre longévité nous fascine, quoique pas toujours. On dit souvent que les animaux castrés vivent plus longtemps. Est-ce que ça vaut aussi pour les humains? En deuxième heure d'émission, Marie-Pierre Élie répond à la question. Les territoires du Canada, du Québec ont été, par endroits, carrément dessinés par des impacts d'astéroïdes sur Terre il y a des millions d'années. Vous en connaissez certains de ces lieux, le cratère Manicouagan sur la Côte-Nord, au Québec, l'astroblème de Charlevoix, le bassin de Sudbury aussi, c'est le deuxième plus grand cratère d'impact connu sur Terre qui a été formé, celui-là, il y a près de 2 milliards d'années. Bon, ça semble gros, ça semble facilement reconnaissable, un cratère d'impact. Est-ce qu'on peut encore en découvrir des nouveaux? Bien, il semble que oui. Ça se pourrait qu'un cratère du même genre, d'une quinzaine de kilomètres de diamètre, soit passé inaperçu jusqu'ici, en plein cœur de la Côte-Nord. Et c'est un de nos auditeurs qui l'aurait détecté. Il a été intrigué par une curiosité topographique et sa découverte, elle a mobilisé une équipe de chercheurs français. On va parler à un des chercheurs impliqués, mais avant, pour nous raconter comment tout ça a commencé, j'ai joint cette semaine notre auditeur, Joël Lapointe, à Shawinigan. Il a été le premier à voir des indices de la présence de ce potentiel nouveau cratère d'impact et il a fait sa découverte assis à son bureau. Bonjour, Monsieur Lapointe. Bonjour. Alors, racontez-nous ce qui s'est passé, les étapes de la découverte. Qu'est-ce qui s'est passé? Par quoi ça a commencé? Moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup la géographie. Je regarde les cartes, je fais du camping. Donc, je suis quelqu'un qui aime ça explorer dans le fond. Et puis, j'avais prévu, moi, faire du camping pour mes vacances de l'été, l'été 2024. Puis pour ça, j'ai décidé d'aller voir les chemins forestiers, etc. C'est quoi le relief et tout ça. Puis là, à un moment donné, je me perds dans ma recherche parce que j'aime ça regarder les cartes. Donc, en mettant l'option relief dans Google Maps, on voit bien le relief, voir qu'est-ce qu'il y a d'intéressant. Et puis là, je me perds là-dedans. Puis là, je suis rendu à la Côte-Nord, dans une région où il n'y a pas vraiment de route forestière parce qu'il n'y a pas d'exploitation forestière. Et puis là, je vois quelque chose d'un peu effacé, de rond. Puis il y a comme une espèce de fosse, à peu près 15 km de diamètre. Puis à l'intérieur de cette fosse-là, il y a comme un autre anneau de petite montagne d'à peu près 8 km de diamètre. Puis à l'intérieur de cet anneau-là, il y a un lac, qui est le lac Marsal. Fait que là, c'est bien trop concentrique pour que ça soit naturel. Ça peut pas être la géologie qui fait ça. Je ne suis pas un géologue, je ne peux pas vraiment dire ça. Puis moi, étant astronome amateur, je me suis dit, écoute, c'est-tu ça? C'est-tu un cratère? Fait que là, j'ai gardé ça pour moi quelques jours. C'était en janvier 2024. Puis après quelques jours, là, je me suis dit, écoute, je vais chercher les bases de données. Puis je ne vois pas l'emplacement. On dirait que ce n'est pas répertorié, mais là, je me suis dit, écoute, ils doivent bien avoir plein de cratères à chercher. Ça se peut pas qu'ils ne l'aient pas vu, là. Fait que là, je me mets à chercher d'autres bases de données, puis non, c'est pas là. Alors, vous trouvez que ça ressemble beaucoup à un cratère d'impact d'astéroïdes, mais ça ne figure pas dans les bases de données que vous consultez. Vous allez encore plus loin parce que vous y tenez, vous dites, il y a quelque chose là. Oui, il y a quelque chose là. Je ne peux pas laisser ça comme ça puis dire, c'est juste
c'est juste une hallucination, là, je me suis dit non, écoute, je vais poser la question, puis au pire, il me dira non, c'est pas ça, ou oui, on l'a déjà trouvé, c'est pas grave. Au moins, j'aurais essayé. Donc, ce que j'ai fait, c'est ça, c'est que je me suis mis à écrire des courriels à des endroits où il y a des spécialistes, comme la Commission géologique du Canada, la Société Meteorological Society, c'est une société internationale qui regroupe des gens qui font de la recherche. Puis, dans cette société-là, la Meteorological Society, il y a un groupe de gens qui éditent un bulletin qui s'appelle le Met Bulletin. Et puis, l'éditeur de ce Met Bulletin-là, c'est M. Gata Cheka, du CRG en France, qui a vu le courriel, dans le fond, qui m'a répondu. Et là, qu'est-ce que ça vous suscitait comme réaction, comme émotion de savoir qu'il y a quand même des chercheurs qui s'intéressent à ce que vous avez remarqué en regardant Google Maps? Ah ben c'est merveilleux. Au moins, il n'y a pas juste les minières qui cherchent à explorer le territoire canadien. Il y a au moins des chercheurs qui veulent vraiment avancer la science. Donc, ça a été très encourageant de voir que, en plus, quelqu'un qui n'est pas géologue, qui ne connaît rien, qui prenne au sérieux ça, j'ai été émerveillé. J'en revenais pas. On comprend que c'est l'équipe de chercheurs français qui porte le dossier, M. Lapointe, maintenant. Mais vous, de votre côté, est-ce que vous allez continuer à en chercher des possibles nouveaux cratères d'impact? Ah, ça, c'est certain. Hein. Dès que j'ai eu la nouvelle de eux, là, ça m'a motivé. J'ai regardé d'autres places sur la planète, etc. Mais bon, est-ce que les roches vont collaborer? Ça, je ne sais pas encore. Toujours important d'avoir la collaboration des roches. Merci, M. Lapointe. Merci. La collaboration des scientifiques aussi. Et on l'a, cette collaboration. Je joins maintenant Pierre Rochette, géophysicien, chercheur. Il est au Centre de recherche en géosciences de l'environnement. C'est à Aix-en-Provence, donc en France. Bonjour, M. Rochette. Bonjour. Est-ce que ça vous est arrivé souvent dans votre carrière que vous lanciez un projet de recherche à partir d'observations d'un citoyen qui n'est pas scientifique? Moi, personnellement, je crois que c'est la première fois, mais j'ai d'autres collègues qui ont effectivement étudié des cratères qui avaient été trouvés par des amateurs, oui. À trouver sur Google Earth, comme M. Lapointe l'a fait. Fort utile, donc, comme premier outil d'investigation que ces applications comme Google Maps. Alors, vous avez des équipes de recherche qui vont venir étudier le site, c'est l'année prochaine, mais le travail, il a déjà commencé de votre côté pour valider cette hypothèse qu'il s'agit d'un cratère d'impact qu'on ne connaissait pas encore. Qu'est-ce qui a été fait jusqu'à présent? Alors, ce qu'on a fait dès le contact avec Joël Lapointe, c'est regarder la topographie, qui est vraiment suggestive d'un impact, obtenir la carte géologique et j'ai eu la chance aussi, grâce au Service géologique du Canada, d'obtenir des échantillons qu'il nous a envoyés et qu'on a reçus au mois d'avril, donc quelques mois après le contact de Joël Lapointe. Et on a commencé à travailler sur ces échantillons. Qu'est-ce qu'on cherche? Vous parlez de topographie qui est une sorte de signature de cratère d'impact. Vous avez des échantillons, donc j'imagine que dans les roches elles-mêmes, on cherche aussi des indices précis pour vérifier si c'est bien un météorite, un impact qui a pu créer cette formation? Tout à fait, oui. Alors les roches que j'ai récupérées sont des roches qui ont été fondues. Alors, nous, notre hypothèse, c'est qu'elles ont été fondues par l'impact, mais ça aurait pu être aussi des roches volcaniques. Ah oui. Alors, pour vraiment apporter la preuve que ça a été fondu par un impact, il faut trouver des preuves de très haute pression. Donc, parce qu'avec le choc de l'astéroïde, on atteint des pressions qui sont jamais vues à la surface de la Terre autrement. Et ces preuves de choc, ça peut être sur le terrain, on voit des roches qui sont fracturées d'une manière particulière, ce qu'on appelle des cônes de percussion. Donc, c'est ce qu'on espère voir en allant sur le terrain l'année prochaine. Mais déjà, dans les échantillons, on espère voir des minéraux qui ont été transformés par le choc. Et dans les échantillons que vous avez reçus, est-ce que ça commence à sentir bon? Est-ce que vous trouvez les indices que vous cherchez pour pencher du côté de l'impact plutôt que du volcanisme? Tout à fait, oui. Donc, on a reçu 10 échantillons. Sur un de ces échantillons sur les 10, il contient des minéraux qu'on appelle des zircons et qui sont très souvent utilisés pour prouver les impacts. Alors, comment on prouve un impact en étudiant ces minéraux? C'est des minéraux qui sont très résistants, mais qui se transforment en une autre phase, un peu comme le carbone se transforme en diamant sous pression. Là, le zircon, sous l'effet de l'impact, il s'est transformé en une autre phase, puis c'est retransformé dans un autre sens, mais on peut voir les traces de cette transformation. Et là, les premières investigations nous donnent à penser qu'ils vont nous prouver ça, mais ce n'est pas encore fait.
Qu'est-ce qui fait que vous, en 2024, vous êtes capable de voir ça dans ces échantillons-là et qu'on était passé tout droit en ayant les mêmes échantillons au Canada avant? Alors, ce qui s'est passé, c'est que les géologues qui ont fait les premières explorations du site et qui ont étudié les échantillons qu'ils ont ramenés, ils n'ont pas été formés pour les cratères d'impact, ce qui fait que ils ont trouvé ces roches bizarres et la première chose qu'ils ont pensé, c'était des roches volcaniques, mais pour nous, ça colle pas, quoi. Alors, on poursuit les investigations avec ces échantillons que vous avez eus de la Commission géologique du Canada pour confirmer toujours l'hypothèse qu'il s'agit bel et bien d'un cratère d'impact. Mais avec ce qu'on voit sur Google Maps, avec ce que vous pouvez remarquer du côté de la topographie, est-ce qu'on a une idée de la grandeur, de la grosseur de l'astéroïde qui aurait pu créer ce cratère? Alors, le cratère lui-même, enfin la dépression qu'on voit, elle fait 15 km. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça s'est passé. Ça a pu se passer il y a 100 millions d'années. Depuis, il y a eu l'érosion par les glaciers, etc. Donc, ça a transformé la topographie. Mais on peut dire que le cratère lui-même, initialement, il devait faire au moins 15 km. Et pour creuser un cratère d'impact d'au moins 15 km, en gros, il faut un astéroïde qui fait à peu près 2 km de diamètre. Donc, astéroïde important, cratère important. En fait, est-il important? Est-ce qu'il est rare de découvrir comme ça un nouveau cratère d'impact d'une quinzaine de kilomètres de diamètre? Oui, tout à fait. Le dernier cratère exposé en surface, le dernier qui a été trouvé de cette taille, c'est aussi au Canada. C'est le cratère de Tununique dans l'île Victoria en Arctique. Et ça date de 2013, quoi. Donc, ça fait un bail. Alors, le travail, après les analyses des échantillons que vous avez eus, qu'est-ce qu'il reste à faire comme travail pour prouver l'hypothèse? Alors, on espère éventuellement prouver l'hypothèse de l'impact directement avec les échantillons qu'on a eus. Mais c'est sûr que pour en tirer vraiment des leçons d'un point de vue général de la connaissance des impacts, il faut aller sur le terrain. Et pour nous, ce qu'on va faire, c'est de la cartographie, regarder où sont les roches qui ont enregistré l'impact, quelle est leur étendue, porter plus d'informations que ce que nous donnent les 10 échantillons qu'on a reçus. Donc l'idée, c'est d'aller en hydravion sur le lac qui est vraiment au centre du cratère, et il se trouve qu'en suivant les différentes pièces d'eau, on peut naviguer sur une dizaine de kilomètres, donc faire un transect à l'intérieur du cratère comme ça. Une belle aventure de science, donc, à prévoir pour 2025 pour votre groupe de recherche. Vous parlez évidemment de l'intérêt de poursuivre les recherches sur le terrain pour documenter de façon encore plus précise, mais de façon plus générale, à quoi sert l'étude des cratères d'impact comme celui-là? Est-ce qu'on peut apprendre de nouvelles choses dans votre champ d'études en découvrant un nouveau cratère? Oui, ce qui se passe, c'est que chaque cratère, il a ses caractéristiques. D'abord, il y a la nature des roches qui ont été impactées. Donc, il se trouve que pour le lac Marsal, c'est des roches qu'on appelle gabbro et anorthosites. Et il y a un seul ou deux, je crois, cratères sur Terre qui ont les mêmes roches, qui sont de cette taille-là et qui se trouvent être au Québec aussi. Donc, ça ne fait pas beaucoup. Et alors, l'autre intérêt de ce type de roches qu'on a au lac Marsal, c'est que ça correspond bien aux roches qu'on a sur la Lune ou sur Mars. Et la Lune ou Mars sont constellés de cratères d'impact qu'on souhaite étudier à l'occasion de missions sur place. Et connaître comment sont constitués ces cratères sur Terre dans le détail, ça permet de mieux interpréter aussi ce qui va être observé dans le système solaire. Fort intéressant ce qu'il reste à faire, ce qui a été fait et ce qu'il reste à faire aussi pour faire avancer cette histoire ouverte donc grâce aux observations de Joël Lapointe. Pierre Rochette, merci beaucoup de cet entretien. Merci à vous. Et au plaisir de continuer à faire écho à vos recherches. Monsieur Rochette est géophysicien et chercheur au Centre de recherche en géosciences de l'environnement. C'est à Aix-en-Provence, en France. Vous pouvez écouter les entrevues et les reportages des Années-Lumière en direct ou en rattrapage sur l'application Radio-Canada Audio.
tout ce qui est gestion des eaux pluviales, biorétention, les parcs éponges, etc. Donc là, on sent qu'il y a un momentum. Oui, c'est qu'on entend, c'est la professeure Danielle Dagenet, elle est spécialiste des infrastructures vertes, de la gestion de l'eau à l'Université de Montréal. Et elle témoigne de cet engouement qu'on voit, qu'on entend beaucoup pour les infrastructures municipales qui ont des capacités de rétention quand arrivent les fameux grands coups d'eau qui sont assez fréquents. Il y a beaucoup de gens, d'ailleurs, qui ont vécu récemment des inondations, qui auraient bien aimé avoir des infrastructures comme ça à proximité pour absorber le trop-plein de pluie qui aurait pu s'y diriger. On parle en fait de rétention, mais de biorétention, pour être précis, parce qu'on fait référence ici à des sols, à des végétaux qui absorbent. Oui, parce qu'on parle en effet d'infrastructures végétalisées comme des parcs municipaux ou encore des trottoirs élargis dont les bordures sont abaissées pour laisser s'y infiltrer l'eau de la rue. Danielle Dagenet est professeure à l'École d'urbanisme et d'architecture de paysage de l'Université de Montréal et chercheur associé à l'Institut de recherche en biologie végétale. Et je l'ai rencontrée cette semaine dans un de ces parcs éponges. On en parle beaucoup. Ça ressemble à quoi? Alors, celui que j'ai visité a une taille à peu près équivalente à 2 terrains de tennis. La Ville de Montréal l'appelle une place multifonctionnelle inondable. C'est un mélange de zones bétonnées pour le public avec des bancs, des brumisateurs aussi et des sections de végétaux, évidemment, aménagées à un niveau plus bas que les rues environnantes. Il y a aussi un système de canalisation pour évacuer les trop-pleins d'eau vers le réseau municipal. Alors, Danielle Dagenet y a effectué des travaux sur la végétation et une autre chercheure du Centre eau, terre et environnement de l'INRS, que vous allez entendre dans mon reportage, s'est intéressée, elle, à la grande capacité de rétention d'eau de ce parc. On vous écoute. En ce moment, on se trouve sur une place extrêmement chouette et bien fréquentée du plateau Mont-Royal qui s'appelle la place Fleur de Macadam. Et c'est ce qu'on appelle aussi un parc éponge. C'est un excellent exemple de parc éponge qui fonctionne très, très bien. Qu'est-ce qui en fait un parc éponge? En fait, le fait qu'on a une capacité de rétention de l'eau de pluie, en fait, il se trouve à avoir ce que vous pouvez voir, là, il y a comme des bassins, des mini-bassins où on peut retenir l'eau et l'eau s'infiltre. C'est un peu comme l'eau qui va dans une éponge, donc elle rentre à l'intérieur de l'éponge. Donc ici, elle se trouve à s'infiltrer dans le sol. Quand on parle de bassin, on parle de bassin meublé de végétaux, de pierres de rivière aussi, un peu comme dans une forêt où il y aurait une rivière qui coulerait, par exemple. Oui, les concepteurs ont repris un peu justement le vocabulaire d'un ruisseau de forêt, etc. Et ces bassins sont des bassins végétalisés. Donc, ils ont plusieurs fonctions, non seulement cette fonction de rétention d'eau, la fonction de l'infiltration de l'eau. Ensuite, l'eau, elle est absorbée par les végétaux et elle est transpirée, pas totalement, mais une certaine partie. Bien sûr, les végétaux contribuent à réduire l'effet d'îlots de chaleur puisqu'ils ombragent. Parce qu'il y a plusieurs arbres aussi. Il y a beaucoup d'arbres, oui. Plusieurs arbres. Nous, on a suivi dans le cadre de notre projet 38 individus, en fait, de différentes espèces. Des arbres et des arbustes, par exemple? Des arbres, des arbustes. On a suivi aussi la croissance et la survie et la santé des herbacées. Donc, on a suivi 700 individus. Je suis Sophie Duchesne, je suis professeure-chercheuse au Centre Eau-Terre-Environnement de l'INRS à Québec. Puis, je suis aussi titulaire de la Chambre municipale en gestion durable de l'eau dans les municipalités. Nous, ce qu'on avait fait dans le cadre du projet du parc de fleurs de Macadam, c'est qu'on est venu simuler une pluie. C'est-à-dire, on a calculé pour une pluie qui devrait revenir juste une fois à tous les 100 ans, quel serait le volume de cette pluie-là, la quantité d'eau qui tomberait dans les rues adjacentes au parc. Fait qu'on a ouvert les bornes fontaines dans la rue, on a injecté une très grande quantité d'eau dans les rues, comme pour simuler ce qui surviendrait s'il y avait une pluie centenaire. Toute cette eau-là est dirigée vers le parc Fleur de Macadam, en raison de la façon dont c'est configuré. On avait un débitmètre qui était situé dans la conduite qui relie le parc au réseau d'égouts municipal. Puis on avait aussi des débitmètres sur les bornes fontaines elles-mêmes pour calculer la quantité d'eau qu'on a injectée dans le site, puis de calculer la quantité d'eau qui sortait du site. Ce qu'on a mesuré pour le cas particulier de Place des Fleurs de Macadam, c'est que même en reproduisant une pluie centenaire,
Bien, il y a 98 de cette eau-là qui réussissait à s'infiltrer dans le parc lui-même et seulement 2 s'en allait vers le réseau d'égouts municipal. Donc, ça veut dire que dans tous les quartiers ou les endroits où on a un parc de même type, bien, on vient de réduire de 98 la quantité d'eau qu'on envoie dans le réseau d'égouts. Donc, on vient réduire la probabilité qu'on ait des refoulements d'égouts, qu'on ait des surcharges, qu'on ait des inondations dans les rues. Donc, on vient vraiment réduire la probabilité qu'on ait des conséquences néfastes de ces pluies intenses-là. Il y a l'aspect de la biodiversité. Il y a énormément de pollinisateurs qui fréquentent ce site. Donc, il y a l'aspect biodiversité et l'aspect, bien sûr, d'amélioration du cadre de vie des citoyens. Il y a la verdure, il y a aussi des brumisateurs. On voit qu'il y a des gens qui vont se rafraîchir un peu. C'est une journée chaude aujourd'hui? Oui, bien, les brumisateurs, c'est vraiment pour réduire encore davantage l'îlot de chaleur. Je rassure tout de suite les gens, c'est pas l'eau de pluie qui est utilisée dans les brumisateurs, c'est de l'eau tout à fait potable. On n'en prend pas des si grandes quantités parce qu'il y a un tout petit filet qui sort. Là. Exact, exact. Ça doit être fort agréable de toute façon, mais en petite quantité comme ça. Oui. Je retiens 98 de l'eau qui passe là, qui est retenue par l'infrastructure verte dont il est question, ce parc éponge-là. C'est drôlement efficace, ça, Gino. Oui, et c'est peut-être pour ça que la Ville de Montréal prévoit en multiplier le nombre dans les prochaines années, mais ça va aussi demander de l'entretien, tout ça. Oui. Enlever les détritus, désherber, tailler ces végétaux et même les remplacer quand ils sont endommagés. Il faut aussi suivre comment les espèces d'arbres se comportent dans de tels environnements. D'ailleurs, dans un autre quartier, Daniel Dagenet travaille sur un autre projet, des fosses d'arbres drainantes en bordure de la rue. Avec une équipe de recherche, la professeure Dagenet s'intéresse à l'impact du ruissellement urbain salé qui résulte des résidus de sel de déglaçage de l'hiver sur la santé des arbres qui ont été plantés dans 18 de ces fosses, chacune de 1 mètre à 1,5 mètre de profondeur, remplies de terre. Une étudiante et une assistante technique étaient en plein travail terrain quand on y est passé. Ici, on a des fosses d'arbres particulières parce que, outre l'eau qui vient de la pluie et qui vient du trottoir, on a aussi de l'eau qui vient de la rue. Donc, la fosse d'arbres contribue à retenir et à réduire, disons, la quantité d'eau de la rue qui est acheminée vers le réseau d'égouts. Donc, la bordure de rue est abaissée pour permettre à l'eau de s'écouler de la rue vers la fosse. Exact, exact. Et chaque fosse a à peu près cette dimension-là de ce qu'on voit devant nous, c'est-à-dire à peu près plus d'1 mètre de large par quasiment 5 mètres de longueur, c'est ça? Oui, elles ont à peu près toutes la même dimension. Il y a des petites variations d'une fosse à l'autre. Au-delà du trou qu'il a fallu créer pour aménager cette fosse-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans cette fosse-là? Évidemment, il y a l'arbre, mais il y a autre chose aussi, là. Oui, en fait, ce qu'on se trouve, c'est qu'il y a du substrat, donc du terreau, si vous voulez, dans lequel les arbres sont plantés. Et par-dessus, on a quelques centimètres de paillis, de bois raméal fragmenté. Et par la suite, nous, on a ajouté un tapis de fibres de coco parce que ça nous permet de stabiliser le paillis puis d'empêcher qu'il y ait trop d'érosion. C'est comme un tapis tressé, là. C'est comme de la jute à première vue, là. Oui. Moi, je suis Anna Brown et je suis une étudiante de l'Université de Montréal. Et en ce moment, j'étudie l'impact de salinité sur les arbres dans l'infrastructure verte. C'est votre projet de maîtrise? Oui, oui. On va prendre 2 échantillons, un de sol pour analyser le pH du sol et l'autre, c'est un échantillon d'eau pour tester la conductivité d'eau et le pH d'eau aussi. Pour voir comment les conditions de croissance peuvent affecter l'arbre. Ce qui nous intéresse, c'est la question des sels, notamment. Les eaux de ruissellement salées qui viennent des autoroutes ou qui viennent des routes en ville transportent du chlorure de sodium, donc ça, c'est évident, mais on peut le mesurer de façon indirecte aussi en mesurant la conductivité, c'est-à-dire la capacité de l'eau à faire passer un courant électrique et qui est lié à la quantité de sel qu'on trouve dans l'eau. Donc, vous devez remplir votre petit pot maçon du sol qui se trouve dans la fosse, là. Oui, c'est ça. C'est un échantillon de sol entre 0 et 20 cm de sol. Et ça, c'est
la couche de sol qui peut accumuler le sel dans une situation comme ça. Mon nom, c'est Marie-Hélène Gabriel et je suis assistante technique à l'Institut de recherche en biologie végétale. Donc, dites-moi ce que vous vous apprêtez à faire. Alors, je vais prendre le niveau d'eau dans le piézomètre pour voir quelle quantité d'eau s'est accumulée au fond de la fosse. Et le piézomètre, donc, c'est comme un tuyau de PVC qui descend dans le fond, dans le sous-sol de la fosse, c'est ça? C'est bien ça, oui. Alors là, vous allez descendre un bâton dedans? C'est ça, on va prendre une tige de bois qui a été graduée en centimètres. Il y a combien d'eau à peu près, là? Ça, c'est 46 centimètres. Aujourd'hui, le plus haut niveau qu'on a obtenu, c'est 83,25 cm d'eau dans la fosse numéro 3. On a pris des mesures du niveau d'eau qu'on retrouve, c'est-à-dire à quel point le sol est imbibé, de sorte que dans le tuyau, il peut remonter jusqu'à 40 cm, même 83 cm qui a été pris d'eau dans ce sol-là. Ça veut dire que ça retient beaucoup d'eau, là, c'est ça? Ça veut dire qu'il y a eu un gros apport d'eau, oui, effectivement. Et un élément qu'on va surveiller, c'est la question du temps d'inondation, si on veut, des racines. Parce que c'est sûr que les arbres ne sont pas nécessairement faits pour avoir des racines qui restent longtemps inondées dans l'eau. Oui, il y a des espèces comme les érables argentés qui sont bien adaptés à ça, mais pas toutes les espèces. Donc, ça fait partie des variables liées à l'utilisation d'un arbre dans une fosse drainante qu'on va regarder aussi. En effet, les pieds dans l'eau, c'est pas bon pour tous les arbres. Des fosses drainantes, pour que ça retienne beaucoup d'eau pluviale, Gino, il faut que les végétaux qu'on plante là survivent. Oui, parce que c'est aussi ça l'objectif de tout ça, là. Fort intéressant. Merci, Gino. Ça m'a fait plaisir. Sur ICI Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre magazine d'actualité et de culture scientifique. On quitte les villes nord-américaines maintenant pour aller au Botswana, alors que le 21 août, le président de la République là-bas a tendu les mains, les yeux fermés pour recevoir un colis bien spécial. Get your hands out, both. You have to have both. And... What? So this is the 2,492 carat stone. Alors, tendez les mains et la réaction du président, donc Mokwetsi Masisi, c'est le « what » de surprise parce qu'on lui a mis dans les mains un très gros diamant, surprise justifiée, impressionnant caillou de 2492 carats, presque un demi-kilo, si j'ai bien compris, le deuxième plus gros diamant jamais trouvé après le Cullinan en 1905, ça faisait longtemps. Il a été extrait, ce diamant, par une compagnie canadienne qui n'a pas dévoilé jusqu'ici la valeur estimée de ce fameux diamant. Quand on trouve des diamants, nous, on cherche Lucille Daver, on cherche plus d'informations auprès de cette experte en gémologie, en minéralogie. Elle est scientifique de recherche au Consorem, le consortium de recherche en exploration minérale de l'Université du Québec à Chicoutimi. On l'a trouvé, Lucille Daver, elle est en studio avec nous. Bonjour. Bonjour. Est-ce que ce caillou-là mérite toute l'attention qu'on lui donne, ce diamant-là? Oui, c'est la découverte du siècle, 2492 carats. Et puis, il va aussi avec une nouvelle avancée technologique. Ce sont grâce à des nouvelles machines installées dans quelques mines, en fait, tests qui prouvent que ça fonctionne bien, cette nouvelle technique. Et on va en venir parce que c'est vraiment là que ça nous intéresse encore plus. Mais pour comprendre la grosseur de la roche elle-même, est-ce qu'on peut le comparer au plus gros diamant qu'on n'a jamais trouvé? Alors oui, donc le plus grand diamant, il faisait 3106 carats. Alors c'est une différence d'une centaine de grammes. Seulement, oui. Donc c'est gros, c'est très très gros. Donc ça vous fait à peu près 4-5 balles de golf dans la main en volume. Oui. Donc une grosse poignée de diamants. D'habitude, on va avoir des diamants qui vont être autour de moins d'1 carat, qui vont monter jusqu'à 5 carats. Au-dessus de 10 carats, on considère que c'est exceptionnel. Au-dessus de
400 carats, on est sur des découvertes qui sont relativement rares. Alors, vous imaginez bien que dès qu'on dépasse les 1000 carats, on en a un par an, tous les 2 ans, tous les 3 ans, mais ça reste quelque chose de très rare. Et là, 2492 carats pour ce nouveau diamant-là, qui n'a pas encore de nom. Hein. Il n'y a pas de surnom encore, le nouveau diamant? Non, pas encore. Ça viendra peut-être. Vous l'avez dit, Lucille Davert, ce qui est important comme différence entre ce qui s'est passé pour le plus gros diamant il y a plus d'un siècle, en 1905, ça c'est en Afrique du Sud, et maintenant, c'est que les technologies ont beaucoup progressé. Et tout récemment aussi, les types de technologies qu'on a utilisées pour le trouver ont peut-être permis justement de ne pas le gaspiller. Expliquez-nous ce qu'on a utilisé comme technologie. Alors oui, la nouvelle technologie qu'on va utiliser maintenant, c'est qu'on va utiliser les rayons X, la transmission des rayons X. Puis ça nous permet en fait, pour vous imaginer un petit peu nous ramener dans une mine de diamants. Oui. On a notre roche qui est concassée, donc on peut le faire dans une mine à ciel ouvert. Ici, au Botswana, on est passé en mine souterraine. Donc, on a concassé notre minerai, notre kimberlite, notre roche qui tient les diamants. On a nos blocs qui sont remontés dans notre partie hangar avec un grand tapis roulant qui va avoir nos blocs de kimberlite qui va contenir les diamants. Au début, ils sont gros, les blocs. Ils sont gros. On va les broyer un petit peu pour que ça soit manipulable. Et puis là, le jeu, en fait, c'est de pouvoir récupérer le plus rapidement possible nos diamants au fur et à mesure qu'on broie. Parce que plus on va broyer la roche, plus on va prendre le risque de broyer notre diamant. Aïe. Et puis le prix d'un diamant, en fait, il n'est pas du tout linéaire. Vous avez un diamant de 2 millions de dollars, vous le cassez en deux, vous n'avez pas 2 diamants de 1 million de dollars. De 500 000, non. De 500 000, pardon. Vous avez 2 diamants d'une somme beaucoup plus petite. Fait que notre mine, elle est perdante. Elle veut garder ses grands diamants intacts. Et c'est là où, en fait, cette nouvelle technologie vient aider, puisqu'en fait, il va permettre de très rapidement séparer notre roche, kimberlite, de notre diamant. Il envoie une onde et en fait, on va avoir une différence entre les matériaux, c'est-à-dire que nos matériaux ont tous une densité qui va être différente. Cette machine, elle va lire cette différence, elle va le calculer, elle va très vite repérer en fait notre diamant versus notre roche et l'envoyer ailleurs. Donc, changer de trajet pour ce diamant-là, pour l'évacuer directement. On le met de côté pour éviter de le concasser et de couper un diamant, de casser un diamant qui aurait pu être 2 fois plus gros, par exemple. Exactement. Avant, en fait, on avait une machine qui pouvait marcher de manière similaire. Donc, on avait notre récepteur au-dessus de notre tapis roulant. Mais ici, avec notre autre technologie, donc la fluorescence des rayons X, ici, on venait chercher une réaction de fluorescence dans les diamants. Le problème, c'est qu'en soi, ce n'est pas le diamant de carbone compressé qui va réagir aux fluorescences. C'est nos impuretés d'azote qui se trouvent dans le diamant. Donc, si on a un gros diamant, et souvent nos très très gros diamants de plus de 1000 carats qu'on va trouver n'ont pas d'azote, on ne va pas les repérer. Donc, on prend un risque de venir les concasser. Voilà. Donc, avec cette nouvelle technologie, on ne vient plus chercher une réaction d'impureté, mais on vient chercher une réaction directement de notre matériel diamant. Et c'est ça aussi qui nous permet d'avoir un meilleur taux de récupération et de pouvoir garder nos diamants plus facilement intacts. Est-ce qu'il y a beaucoup de pertes comme ça? Est-ce qu'on a déjà évalué ce qu'on perdait avant, puis avec cette nouvelle technologie, ce qu'on évite de perdre et de casser comme gros diamants? Alors, ce calcul a probablement été fait à l'interne, j'en suis même sûre. Malheureusement, ce n'est pas des chiffres qui vont forcément sortir, puisque ce n'est pas bien vu pour la compagnie d'annoncer qu'elle casse ses gros diamants. Ça ne ferait pas plaisir aux investisseurs. Mais je suis sûre qu'à l'interne, tous les calculs ont été faits. Et j'ai même lu qu'en 3 mois, en fait, la machine a été rentabilisée. Et on a eu une accélération en fait, de trouvailles de ces gros diamants-là. Pour ne serait-ce que la mine Caro, on a le Sewelô de 1758 carats qui a été découvert en 2019. Caro Lesedi Larona de 1109 carats en 2021. Donc, vous voyez, on en trouve de plus de 1000 carats assez régulièrement, alors qu'avant, c'était quelque chose de beaucoup plus rare. Alors, ça aurait pu d'ailleurs sauver quelques compagnies minières à qui le fait de briser des diamants comme ça, des très gros diamants, a coûté très cher. Effectivement, on pense à la mine Renard. Alors lui, ils avaient également un peu surestimé la valeur totale des diamants trouvés, mais également au début de marge de la mine, on avait eu ce problème de casser les diamants. Et encore une fois, lorsqu'on a un petit diamant et qu'on retrouve en 2 plus petits diamants, on perd encore beaucoup d'argent. Et puis faire fonctionner une mine de diamants, c'est très très cher.
Alors, Mine Renard, je le rappelle, donc au Canada, qui a succombé donc à d'autres conditions, mais aussi à cette difficulté qu'on a dans le monde des diamants de casser les roches. Donc, technologie qui a fonctionné, le deuxième plus gros diamant du monde trouvé au Botswana. Merci beaucoup de nous l'avoir présenté et présenté les technologies, Lucille Daver. Merci à vous. Je rappelle aux auditeurs que vous êtes scientifique de recherche au Consorem, le consortium de recherche en exploration minérale. C'est à l'Université du Québec à Chicoutimi. Pour les années-lumière, ça se poursuit après les nouvelles. Il sera entre autres question d'un organe qui est très temporaire, qui est assez gros, mais qu'on jette après usage, le placenta. C'est un livre ouvert sur la santé du bébé, de la maman, peut-être du papa, mais on est en train d'apprendre à lire ce livre-là. À tout de suite. Neurotechnologie, des mirages et des dérapages, géologie, un premier accès au manteau terrestre et santé, le placenta dévoile de plus en plus ses secrets. Vous voici en deuxième heure des années-lumière. Bonjour tout le monde, Sophie André Blondin, toujours avec vous, avec bien sûr les invités, l'équipe qui vont vous présenter les sujets de cette deuxième heure. Alexandre Touchette, par exemple, qui va nous permettre de comprendre ce qu'il y a de nouveau, d'exceptionnel dans les travaux qui ont permis d'atteindre finalement le manteau terrestre. Il sera question, et oui, ici aussi de la pénurie d'enseignants. On va voir si l'enseignement des sciences risque d'être affecté directement ou indirectement par les mesures d'urgence qui sont adoptées pour pallier le manque de professeurs. Notre collègue Philippe Robitaille-Groux a fouillé ce qui se fait dans le monde des neurotechnologies là, qui nous font 1000 promesses pour améliorer nos performances cognitives, même notre vie amoureuse. Ce qui se fait pas aussi pour encadrer cette industrie qui est très dynamique. Nos chroniqueurs seront de la partie. Marie-Pierre Elie va explorer une intervention qui pourrait, c'est ce qu'on dit en tout cas, allonger la vie. La castration, est-ce que c'est bien vrai? Et si oui, comment est-ce qu'on a fait pour le vérifier au juste? Mais pour commencer, on parlait au tout début de l'émission de microplastique avec Jean-François Boutillette dans la première heure de l'émission. Il en sera probablement question aussi dans les prochaines minutes parce qu'on en a trouvé là aussi. Et là, de quoi est-ce que je parle? C'est un organe du corps humain qui croît très rapidement, qui est essentiel pendant qu'il est fonctionnel, mais qui devient caduc et qu'on jette littéralement à la poubelle. Est-ce que vous commencez à avoir une idée de quoi je parle? Il sera question de placenta pendant les prochaines minutes avec mon invité, Cathy Vaillancourt. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes spécialiste de l'implication des facteurs environnementaux sur la neuroendocrinologie du placenta humain. C'est à l'Institut national de la recherche scientifique. Est-ce que, allons-y tout de suite dans les microplastiques, parce qu'on est encore impressionné par le fait d'imaginer qu'on a l'équivalent d'une cuillère de plastique dans le cerveau. Est-ce qu'on a aussi trouvé tous ces microplastiques dans tous les placentas qu'on a étudiés récemment? Oui, j'ai été aussi impressionnée que vous. J'ai été à une conférence en Amérique du Sud au printemps et puis il y avait un collègue d'Hawaï qui présentait ses travaux. Ils ont trouvé une nouvelle technique pour détecter les plastiques et les microplastiques. Et ils comparaient sur une période d'à peu près avant 2000 et après 2000. Ou avant 2000, pas tous les placentas avaient des microplastiques, mais après 2000, tous les placentas qu'il a analysés avaient des microplastiques. Et ils vont s'insérer aussi près des vaisseaux sanguins. Donc, on pense que ça peut avoir un impact. Ça pourrait être une bonne chose parce que le placenta peut servir de barrière entre l'extérieur et le bébé. Est-ce que ça pourrait être un filtre comme ça? Est-ce que c'est une barrière, vraiment, le placenta? C'est pas une barrière. Je disais une douane, mais là, j'ai lu un article d'un collègue de l'INSERM à Paris qui compare ça à une combinaison d'un cosmonaute. Donc, où est-ce que c'est la combinaison qui permet de faire le lien entre le vaisseau spatial et puis la personne qui est à l'intérieur et qui le protège, qui permet de servir les communications, mais qui permet aussi de transmettre les communications d'un bord et de l'autre, mais c'est pas une barrière étanche. Non, il ne faudrait pas, parce qu'il faut qu'il y ait des choses qui aillent jusqu'au bébé, bien sûr. Les choses plus nocives ne devraient pas y parvenir. C'est un organe assez particulier. C'est gros, ça pousse vite et on le jette à la poubelle. Il n'y en a pas d'autres comme ça, des organes? C'est le seul qu'on est capable de produire aussi. Oui, c'est vrai. De façon de nouveau dans une vie. Oui, c'est un organe spécial. Puis depuis des années, dans la mythologie aussi, il y a une symbolique où est-ce qu'on a toujours pensé que le placenta était comme le jumeau du bébé. Et puis, quelque part, c'est vrai, là, mais donc il y a beaucoup de mythes entourant ça. C'est un organe mal connu de par le fait qu'il est éphémère, où on a
maman et un bébé, puis entre le placenta et le bébé... On va choisir le bébé. C'est ça. C'est le bébé qu'on trouve plus intéressant à la naissance que le placenta, bien puis sûr. Le placenta, c'est à peu près le 1/6 du poids du bébé à la naissance. Ah, quand même. Depuis le temps qu'on accouche, on n'a pas tout compris du placenta. Il en reste à comprendre parce que vous êtes en train de préparer un gros congrès annuel de l'International Federation of Placenta Associations. Donc, il y a plein de gens de plein de disciplines qui s'y intéressent. Il y en a encore à apprendre? Ah oui, énormément à apprendre. C'est vraiment un des organes méconnus. Et c'est pas pour rien qu'il y a 10 ans, l'organisme de subvention aux États-Unis ont créé ce qu'ils appellent le Human Placenta Project, le projet du placenta humain, pour arriver à avoir des études pour comprendre mieux son fonctionnement, non pas dans une pathologie, là, mais normale, comme on peut comprendre comment fonctionne le cœur, les muscles et tout ça, parce que c'est un organe qui... Je vous parlais de la combinaison tantôt, mais même si les choses ne traversent pas la combinaison, mais si la combinaison est affectée et elle ne fonctionne pas bien, il y a quelque chose qui n'ira pas bien non plus. C'est la même chose. C'est pour ça, Cathy Vaillancourt, que je parlais, moi j'avais l'image d'un livre ouvert. C'est un livre qui nous montre un peu, qui nous donne des informations sur la santé du bébé, sur la santé de la mère aussi. On pourrait même dire la santé du père. C'est un livre qu'on n'a pas fini d'apprendre à lire. Pour moi, à la fin de ma carrière, si un jour quelqu'un peut arriver à ça, pour moi, c'est comme une biosignature de ce qui s'est passé durant la grossesse. On a notre prédisposition, nos facteurs génétiques, mais on a aussi tout environnemental. Alors, c'est vraiment, effectivement, le livre de la grossesse, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé? Et dans ça, il peut y avoir des indices qui vont permettre de prédire si la maman va avoir un risque de développer des maladies cardiovasculaires plus tard dans sa vie, parce qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé durant la grossesse. Même chose pour le bébé. Il y a un risque plus grand de développer un autisme ou développer certains problèmes cognitifs. Et ça, c'est écrit dans le placenta? Oui, bien en fait, on pensait avant que c'était... Il y avait les études qui appellent l'hypothèse de l'origine développementale de la santé et des maladies, où on disait, bien, la maman était par exemple, elle vit dans une famine. Oui. Mais le bébé va avoir un plus grand risque de développer. Mais on n'avait jamais fait le lien que c'est l'organe au milieu qui détermine qu'est-ce qui va au bébé, qui va s'ajuster pour la situation dans laquelle il s'adapte. Donc, c'est pour ça que le placenta, c'est vraiment le livre ouvert de cette période de 9 mois-là qui a eu lieu. Qui est fort importante, évidemment, pour la santé de l'enfant. Je disais la santé du papa aussi, parce qu'on se rend compte de plus en plus qu'il contribue la moitié des gènes, il contribue aussi à ce qui entre dans le placenta. Oui, en fait, on pense tout le temps, on culpabilise les mamans puis les grands-mamans maintenant, disant, faites attention, mais on se rend compte aussi que c'est important que le père ait une bonne hygiène de vie, puis que, parce que ce à quoi il est exposé, son sperme aussi, et donc, va permettre de former le placenta, donc, aussi, il a un rôle dans la programmation de l'enfant. Là. Donc, fort important. En même temps, c'est un livre fascinant qu'on jette. Oui. Est-ce qu'il faudrait tous les garder? Oui. Et le Québec a décidé de faire l'inverse il n'y a pas longtemps. Oui, il y a des pays qui le font. Moi, sans tous les garder, ça prend vraiment de l'espace, mais au moins tous les analyser. C'est très simple, prendre une photo. On peut voir des choses à ce niveau-là, juste de prendre des mesures sans nécessairement les mettre en biobanque. Mais oui, parce que je suis persuadée que mieux on va le connaître, mieux par la suite, on va pouvoir prédire ou arriver à aussi développer des alternatives thérapeutiques à certaines pathologies, problèmes de grossesse qui sont si on voit qu'elles ont été inscrites là, au moment où le bébé, le fœtus était en développement. Vous dites que c'est facile de le lire, c'est facile d'aller chercher les informations. Mais en même temps, et il en sera question dans le congrès, Cathy Vaillancourt, c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui permettent de voir encore plus loin, de mieux comprendre le placenta. Oui, je pense pas que c'est facile d'aller voir ce qui se passe, mais c'est facile d'accès. Donc, plus qu'on aura de technologie, plus qu'on aura... Oui, la création de placenta sur des micropuces, donc vraiment des micropuces comme vous avez dans vos cellulaires, là, d'essayer de faire des modèles de placenta où on pourrait regarder le transfert entre la maman et le bébé de certains composants. Pour tester des médicaments, par exemple. Tester des médicaments, effectivement, les composants, les contaminants aussi, pesticides et tout ça. Puis il y a aussi des organoïdes où on refait des organes pour essayer de mieux comprendre comment ça se développe. Donc, toutes les technologies que vous voyez,
se développent dans le cancer, par exemple, vont souvent se réappliquer au niveau placentaire. D'ailleurs, vous dites cancer et le placenta, finalement, c'est un peu comme une grosse tumeur. C'est une tumeur contrôlée. Oui. Une tumeur contrôlée. C'est exactement. Vu comme ça. Oui. Vous avez parlé de mythologie. Le placenta, évidemment, ça marque parce que c'est gros, évidemment. À la naissance, on s'imagine que ça a un rôle. On ne connaît pas encore tous les rôles de tout ça. Il y a eu différentes pratiques. Moi, je suis assez vieille pour avoir vécu parmi des adultes qui avaient décidé que c'était une bonne idée d'en manger. Là. Ça existait dans mon entourage. Je pense que la pratique est moins courante maintenant. Mais il y en a d'autres, des pratiques... Oui, bien, il y a celle où on va enterrer le placenta, faire pousser un arbre par-dessus. Oui. Il y a certains pays où on va enterrer le placenta sous la chambre de l'enfant. Et je disais tantôt dans mon super livre que dans certains pays d'Asie, on fait une soupe pour la famille avec le placenta. D'accord. Pour partager. Est-ce qu'il y a une base scientifique à tout ça? Est-ce que ça vaut la peine de se livrer à ce genre de recette? Non, jusqu'à maintenant, les études ont démontré que ça n'apporte rien de le manger. Les animaux le font pour pas se faire, pour éloigner les prédateurs. Ah, c'est pour ça? C'est pour ça, c'est vraiment pour éloigner les prédateurs. Donc, c'est pas pour avoir plus d'énergie, etc. Bon, voilà une chose à régler. Il n'y aura pas de soupe au placenta au menu. Il y aura par contre beaucoup d'échanges scientifiques fort intéressants pour mieux connaître cet organe, donc le placenta, lors de ce congrès annuel de l'International Federation of Placenta Association qui va se dérouler pour la première fois au Québec et dont vous êtes une co-organisatrice. Merci, Cathy Vaillancourt. Bien, merci à vous pour l'invitation. Ça fait plaisir de vous avoir. Madame Vaillancourt elle est spécialiste des facteurs environnementaux de la neuroendocrinologie du placenta humain. C'est à l'Institut national de la recherche scientifique. Pour réécouter nos entrevues et nos reportages, rendez-vous sur l'application Radio-Canada Audio ou sur la page web des Années-Lumière. Souvent, on le dit à l'émission, la science, c'est long, ça prend du temps, ça se fait sur le temps long. En 2023, il y a une équipe qui, pour la première fois, ça a pris du temps, a réussi à prélever un échantillon du manteau, le manteau qui est caché profondément sous la croûte terrestre. Et cette semaine, il y a eu la publication dans la revue Science d'un premier article, ça fait plus d'1 an, donc après la réalisation du forage de la profondeur record dans le manteau terrestre qui a permis d'y accéder. Première publication, donc, Alexandre Touchette, vous avez parlé à des chercheurs, 2 chercheurs, des gens qui ont participé à une expédition qui a été menée au milieu de l'Atlantique. Exploit. C'est un exploit qui soit réussi, qui soit arrivé à forer jusque dans le manteau terrestre. Oui, c'est vraiment une grande réalisation parce que la croûte terrestre sur laquelle nous marchons, elle fait en moyenne 30 à 40 kilomètres d'épaisseur. Oui. Et le forage le plus profond jamais réalisé, il s'est rendu à 12 kilomètres. Oui. Ça s'est fait en Russie. Renaud nous en avait parlé. Oui. Oui. Donc, pour arriver à atteindre le manteau, les chercheurs ont dû se faciliter la tâche, se faciliter la vie en choisissant l'endroit où la croûte elle est la plus mince. Aha. C'est pourquoi l'équipe du navire américain Joyous Resolution a foré sur une formation géologique qui est appelée une dorsale océanique. En fait, c'est une forme de chaîne de montagnes sous-marines. Oui. Et ils ont choisi plus précisément le massif Atlantide où 2 plaques tectoniques qui forment la croûte terrestre s'éloignent l'une de l'autre de quelques centimètres par année. Et cet espace, ça permet au magma qui provient du manteau de remonter très, très lentement à la surface du plancher océanique pour former cette dorsale qui s'est épaissie au fil des millénaires et qui se trouve maintenant à moins de 1000 mètres sous la surface de l'océan. Donc, c'est un des endroits où la matière provenant du manteau est la plus accessible pour les navires de forage. Et où on avait déjà creusé d'ailleurs dans le passé. Les chercheurs espéraient obtenir une carotte, en fait, de 200 mètres de profondeur. C'est le maximum des campagnes précédentes. Mais cette fois-ci, l'équipe qui était à sa 399e mission, ils ont profité de leur expérience, peut-être un peu de chance aussi, mais ils ont vraiment battu le record précédent en forant à 1260 mètres sous la surface du plancher océanique. Ça, c'est le maximum jamais atteint jusqu'à maintenant dans de la pierre qui provient
du manteau terrestre. Donc, c'est une prouesse. Félicitations. On apprend quoi avec la première publication? Bien, les chercheurs ont appris des choses simplement parce que la carotte est presque continue, alors que dans les forages précédents, on avait récupéré seulement 20 à 40 là, des échantillons de roches. Et l'article publié dans Science, il constitue donc une première caractérisation assez sommaire, somme toute, là, de ce gigantesque échantillon. Ils sont en fait au tout début d'un processus. Les analyses les plus poussées n'ont pas encore été effectuées, mais ils ont découvert en fait qu'il y a de l'eau de mer qui s'est infiltrée jusqu'à 1200 mètres là, de profondeur dans la roche. Donc ça, c'est une infiltration qui donne lieu à un processus géochimique qu'on appelle la serpentinisation. C'est la transformation des roches qui proviennent du manteau au contact de l'eau de mer. On peut écouter à ce sujet l'un des chercheurs qui a participé à la mission de forage, c'est Rémi Colta. Il est pétro-géochimiste du manteau à l'Université d'Orléans. Durant l'hydratation des minéraux qui forment les roches du manteau, on va avoir une oxydation du fer et on va former de la magnétite, qui est un oxyde de fer. Et donc, le fait d'avoir cette oxydation, la résultante, c'est la production d'hydrogène moléculaire, d'H2. Et cet hydrogène-là, il va pouvoir réagir avec le carbone pour former des composés de carbone qui vont être plus réduits, notamment du méthane. Mais on a toute une chaîne en fait de composés organiques de carbone qui vont être produits durant les réactions de serpentinisation. Et ces composés de carbone organiques, eh bien, ils peuvent former les briques élémentaires de la vie. Donc, à travers des processus abiotiques d'hydratation des roches, on peut former des composés de carbone organique qui vont être des éléments constituant des molécules vivantes. Oh, la vie, Alexandre. Justement, il y en a à proximité du fameux site de forage? Oui, il y a toute une microfaune là, à cet endroit parce qu'on se trouve à proximité de sources hydrothermales qui forment en fait à cet endroit-là de grandes cheminées de pierre hautes comme des maisons qui ont valu en fait le nom de Lost City. Ah oui. Et donc, le forage a permis de mieux comprendre les mécanismes géochimiques à l'origine de ces sources d'eau chaude là, qui sont chargées en minéraux. Et on a en quelque sorte sondé la plomberie là, qui se trouve en profondeur sous ces cheminées. C'est ce que m'a expliqué Marguerite Godard. Elle est directrice de recherche CNRS du laboratoire Géosciences Montpellier en France. Lost City est un site hydrothermal basse température. Les fluides font entre 30 et 90 degrés et c'est constitué de grandes cheminées de carbonate. Et ces grandes cheminées de carbonate se forment parce que les fluides qui sortent du socle ont des pH qui sont très hauts, supérieurs à 11, 12. Et ces fluides sont riches en hydrogène et en molécules carbonées très biotiques et donnent lieu à tout un système microbiologique qui est assez particulier et qui est de grand intérêt pour comprendre comment se développent les interactions entre les réactions géologiques et le développement de la vie en milieu extrême. Et donc, il y a plusieurs chercheurs dans la trentaine là, qui ont participé à la mission qui étudient en fait comment les conditions à cet endroit ressemblent à celles qui régnaient dans les fonds marins quand les premiers signes de vie sont apparus sur Terre, il y a des milliards d'années. Et ça intéresse aussi des scientifiques qui étudient les conditions de formation de composés prébiotiques, donc nécessaires à la possible apparition de la vie sur des exoplanètes et sur des mondes glacés là, comme Encelade là, qui gravitent autour de Saturne. Donc, Marguerite Godard me disait que en fait, cette carotte exceptionnelle, c'est un peu l'équivalent de la pierre de Rosette, vous savez. Ça va permettre de déchiffrer petit à petit, sur des années de travail, là, des phénomènes qui se passent dans la partie supérieure du manteau. Pierre de Rosette qui avait permis de déchiffrer les hiéroglyphes, par exemple. Donc, des phénomènes qui ont aussi participé à créer non seulement l'environnement un peu extrême que vous décriviez tout à l'heure, mais des phénomènes qui ont participé à créer l'environnement dans lequel on vit tous. Oui, parce que ce sont vraiment les processus d'interaction entre le contenu rocheux là, du manteau terrestre et l'eau au fond des océans qui a formé en fait l'air que l'on respire. C'est le dégazage du manteau qui a généré une bonne partie de notre atmosphère. Et si on s'intéresse aussi à des applications plus terre-à-terre là, de ces travaux, il y a certains chercheurs qui tentent d'estimer la quantité d'hydrogène formée par les
réactions chimiques qu'on décrivait et qui surviennent dans le manteau. Là, il y a des avis là, qui divergent. Oui. Certains pensent que cet hydrogène-là serait exploitable, d'autres non. Mais les avis étaient basés sur des données très parcellaires. Donc maintenant, avec les données disponibles dans la carotte en question, avec des échantillons aussi de fluides récoltés en profondeur, on pourra calculer précisément les quantités d'hydrogène qui sont produites par ces formations géologiques. Donc, ce forage fera surtout avancer la science fondamentale, mais peut-être aussi, ça va nous faire découvrir de nouveaux gisements énergétiques. Est-ce que c'est une bonne nouvelle? Ben écoutez, on finira par... Ouais, on finira par le savoir. Merci beaucoup, Alexandre. Au plaisir. Sur ici Radio-Canada Première, vous écoutez Les Années-Lumière, votre émission d'actualité et de culture scientifique. Le Renault nouveau nous revient avec son nouveau chapeau. Renaud Maniguera-Gagné, bonjour. Bonjour, Sophie André. Alors, je rappelle aux gens qu'après 6 ans de capsules historiques alimentées par les archives, vous consultez maintenant ce qui se dit, ce qui se publie, ce qui s'écrit, qui témoigne des enjeux qui animent la communauté scientifique, une communauté de gens qui se posent des questions, des gens qui se mettent au défi, qui discutent ou qui réagissent à l'actualité. D'abord, Renaud, cette semaine, on a beaucoup parlé de la Chine, sur nos ondes beaucoup, mais généralement, on parlait du financement massif de la Chine pour la voiture électrique. Mais là, il y a d'autres domaines où le pays est en train de prendre les devants. Je parle de la Chine. Et un de ces domaines, c'est celui de la fusion nucléaire. Oui, la Chine qui est en voie de devenir un des plus grands joueurs dans cette course à la fusion, donc cette source presque infinie d'énergie, le même processus qui fait briller notre Soleil et à laquelle l'humanité rêve depuis presque 70 ans, malheureusement sans atteindre ce rêve. Donc la Chine qui, comme dans beaucoup d'autres domaines, est partie de presque rien il y a 20 ans, puis elle a investi massivement pour rattraper son retard. 1,5 milliard de dollars en recherche sur la fusion nucléaire en 2024 seulement. C'est le double des investissements qui se fait aux États-Unis dans ce domaine de recherche. Et c'est en voie de rapporter gros, selon un article de la journaliste Gemma Conroy dans Nature. Donc, la journaliste ici, dans son article, elle revient sur la vitesse avec laquelle la Chine progresse dans ce domaine-là comparativement à d'autres pays. Donc, les Chinois prévoient avoir un réacteur à fusion expérimental du calibre d'ITER durant les années 2030. Donc, ITER, c'est ce projet international de centrale expérimentale qui est en France. Interminable. Qui est là depuis 1985. On en parle. Ça implique 35 pays. Ça a coûté 22 milliards de dollars et c'est toujours pas construit. Ça approche, un peu comme la fusion, ça approche toujours. On l'annonce. Donc, mais on comprend ici que la recherche, elle avance, mais que ça se fait très lentement. C'est très coûteux et la Chine devrait bouleverser tout ça. Donc, la Chine se taille une place importante. Ça devient un joueur incontournable dans cet écosystème traditionnel de recherche. Oui, et c'est pas sans conséquence. Donc, ça attire aussi des cerveaux vers la Chine, ça attire aussi des investissements privés. Sur ce plan, la Chine n'a pas encore rattrapé les États-Unis, mais elle est quand même maintenant le numéro 2 mondial après seulement 2 décennies d'efforts. Et en fait, cet article qui est dans Nature, moi, je le vois comme un autre exemple des stratégies qui sont employées par la Chine pour s'attaquer aux problèmes en lien avec l'énergie, avec l'environnement, un peu comme ces voitures électriques bon marché dont on a parlé cette semaine, les panneaux solaires avant ça, ou même l'exploration spatiale, donc il y a ce rattrapage à vitesse grand V. Et même si la Chine, elle est souvent critiquée, que ce soit pour ses pratiques commerciales ou les droits humains, ça reste qu'une percée en fusion nucléaire, ça pourrait chambouler beaucoup de choses. On est encore loin du succès. L'histoire de la fusion, ça montre qu'il ne faut pas être trop enthousiaste avec ce sujet-là, mais cette poussée, elle risque d'être intéressante à suivre au cours des prochaines années. Effectivement. Autre enjeu maintenant, autre article, Renaud, la place des femmes en sciences. C'est vrai, ça nous intéresse, ça intéresse beaucoup les médias scientifiques. Est-ce qu'on en parle, par contre, toujours pour les bonnes raisons? Oui, ça, c'est la question qui est soulevée par la chercheuse et chimiste Johanna Irgeher de l'Université de Calgary, qui signe un article dans Science, un article qui s'intitule Comment j'oriente les interviews avec les médias sur ma science et non sur mon genre. Donc, un titre qui accroche déjà là. Donc, Johanna Irgeher, elle reconnaît dans son article que parler aux médias, ça fait partie du travail de chercheur, mais elle dit aussi avoir été surprise, un peu brûlée, après avoir accordé une entrevue sur ses travaux de recherche par le passé. Et une fois que cette entrevue-là, que l'article a été paru, elle a vu que le titre de l'article, c'était « Gravir les échelons scientifiques, c'est plus difficile pour les femmes ».
C'est bien sûr un sujet qui a été abordé au cours de son entrevue, mais elle ne croyait pas que ce serait le cœur de l'article. Elle voulait que ce soit ses travaux. Exactement. Donc, elle déplore en fait que souvent des journalistes sollicitent l'avis des chercheuses, donc les femmes en recherche, pour des questions de disparité entre les genres, et que pendant que ses collègues masculins sont interrogés sur leurs travaux de recherche, comment ils font progresser la science, mais elle se fait poser des questions sur sa vie personnelle et ses difficultés professionnelles. Pour éviter ce genre de situation, la chercheuse, elle s'adresse à ses collègues féminines dans cet article. Elle leur offre des suggestions pour aider à garder l'orientation d'une entrevue sur l'aspect scientifique lors de discussions avec des journalistes. Donc, elle suggère notamment de clarifier l'angle des questions de l'entrevue au préalable, de s'entraîner à donner des réponses courtes, claires et concises pour garder bon tout le temps, un contrôle sur le oui. message. Nous, on aime ça en général, des réponses claires et concises, et de ne pas hésiter à partager les expériences d'entrevue avec d'autres collègues pour s'améliorer, en fait, d'une entrevue à l'autre. Donc, c'est une lecture qui est intéressante autant pour les chercheuses hésitantes à répondre aux questions des médias que pour les journalistes qui voudraient parler de science en général. Ben oui, on ira voir ça absolument. C'est une histoire qu'on peut lire dans le magazine Science. Tiens, vous parlez d'un balado maintenant. Oui. Recently, the journal Nature revealed that in 2023, a record number of papers were retracted, more than 10,000. Some types of errors are likely honest mistakes. Donc ça, c'est ce qu'on entend en ce moment, c'est un extrait du balado Science Weekly du Guardian, donc le journal britannique, et on y explique ce qu'on entendait dans l'extrait, c'est qu'avant 2009, il n'y avait qu'environ 1000 rétractations par année dans la littérature scientifique. Quand même. Et ce qui est déjà beaucoup. Mais en 2023, donc presque 15 ans plus tard, on est rendu à 10 000 articles par année rétractés. C'est ce qui est en train de devenir un problème majeur. Donc, c'est un problème dont on a déjà parlé, nous aussi. Mais ce qui m'a interpellé ici, c'est l'ampleur du problème de ces études qui ont traversé la révision par les pairs, qui ont été publiées, mais qui, malgré tout, contiennent des erreurs, des faussetés ou même parfois des cas de fraude, au point où, quand on les découvre, les conclusions de l'article ne peuvent pas être simplement corrigées. Elles ne peuvent plus être considérées comme fiables. Donc, les articles, on les retire généralement pas de la littérature, mais on doit les marquer comme étant rétractés. Et dans ce balado, une des conclusions, c'est que la crise de ce qu'on voit en ce moment, elle découle entre autres de la montée de ce qu'on appelle des paper mills en anglais, donc des entreprises qui rédigent des fausses études, souvent à l'aide de l'intelligence artificielle, et qui vendent ensuite les positions d'auteurs à fort prix. Et on comprend que la pression, en fait, de publier, elle est si grande pour les chercheurs en général qu'il y a certains qui peuvent être tentés de s'acheter une place pour augmenter leur portfolio. Et le fait d'avoir de plus en plus d'études rétractées comme ça, bien sûr, ça affecte directement les études elles-mêmes, mais ça fragilise aussi la recherche en général parce qu'en science, et là, c'est la norme, les nouvelles études, ça s'appuie sur les résultats d'études qui ont été publiés précédemment. Oui, et c'est ici que ça devient intéressant parce que cet épisode de balado rejoint une enquête qui a été réalisée par les journalistes Richard Van Noorden et Myriam Nadaf dans Nature. Et cette enquête-là vient montrer à quel point la hausse d'articles rétractés, ça vient fragiliser la science dans son ensemble. Donc, dans certains cas, il y a des articles rétractés, ça peut représenter jusqu'à plus de la moitié des références dans une seule et unique étude, sans que les auteurs de cette étude-là, qui, eux, il faut le rappeler, ont fait un vrai travail scientifique, ont fait de la vraie recherche, des vraies expériences, mais eux ne sont pas au courant que plusieurs des études qu'ils citent ont été rétractées, principalement parce que cette rétractation-là survient souvent après qu'eux, ils aient fait leurs travaux. Et ça, malheureusement pour eux, ça vient affecter la crédibilité de leurs travaux, même s'il n'y a pas de fraude dans leur cas. En fait, ce qui vient jouer ici, c'est la façon dont les chercheurs interprètent leurs résultats. Souvent, ça se fait en s'appuyant sur ces études et vu qu'elles sont rétractées, cette interprétation-là peut alors devenir erronée. Donc, pour éviter toutes ces situations, les auteurs de l'enquête dans Nature reviennent sur des outils qui ont été développés pour alerter les chercheurs si des articles qu'ils citent ont été rétractés. Mais en même temps, selon les auteurs, il faudrait surtout qu'il y ait du travail qui soit fait du côté des éditeurs, des grands journaux scientifiques pour qu'ils s'attaquent plus sérieusement à ce problème-là, notamment en aidant les fameux pairs, ceux qui révisent les articles, à mieux repérer les cas de fraude. Il va falloir faire quelque chose de toute façon parce que c'est assez impressionnant comme quantité d'articles rétractés. On va finir ce tour d'horizon des articles ou des balados qui ont retenu votre attention, Renaud, avec un débat. C'est un débat sur un nouveau médicament contre l'Alzheimer. Oui, le lecanemab qui attire l'attention de plusieurs grands médias au Royaume-Uni cette semaine. La BBC, le Guardian ont des articles là-dessus, mais aussi la revue Nature. Donc, tout ça, ils en parlent parce que la semaine dernière, ce médicament, qui est, pour le rappeler, le premier
à avoir un effet qui ralentit, en fait, le déclin cognitif chez les personnes atteintes d'Alzheimer. Ce médicament-là a été approuvé par le gouvernement britannique, mais il ne sera pas remboursé par le régime public parce que ses bénéfices sont jugés trop faibles par l'organisme en charge de cette décision. Et selon tous ces différents articles, la communauté de chercheurs qui travaillent sur l'Alzheimer a une opinion qui est très divisée sur ce médicament. Et cette incertitude, elle est due au fait qu'il a un effet très modeste. On parle d'une réduction du déclin cognitif d'environ 27 % chez les personnes qui l'ont pris lors d'études cliniques. Ça semble bien, mais pour plusieurs spécialistes de la maladie, une fois qu'on transpose ça dans le monde réel, ce 27 %, ça pourrait ne pas mener à des gains observables par le ou la malade ou par leurs proches. Donc, pour eux, ça devient plus difficile de justifier son coût qui est d'environ 20 000 $ américains par an. On avait discuté exactement de cette question-là quand il en était question ici avec Jules Poirier, je m'en souviens. Oui, effectivement. Mais il faut dire qu'il y a un autre aspect à ce débat-là parce que pour d'autres chercheurs, c'est aussi le premier médicament qui a un effet sur la maladie d'Alzheimer en presque 30 ans. Et ce qu'on relate dans plusieurs articles, c'est que pour les personnes atteintes, le risque en vaut quand même la peine, surtout qu'on ne sait pas encore si on va avoir des bénéfices plus grands que ce 27 % dont on a parlé après plusieurs années d'utilisation, dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Il n'y a malheureusement pas de réponse facile à ce genre de débat, mais ça montre surtout les besoins criants d'espoir que ressentent les personnes qui sont atteintes par des maladies neurodégénératives. Leur famille aussi. Merci de ce tour du chapeau, tour d'horizon fort intéressant, Renaud. Ça fait plaisir, au revoir. Vous pouvez écouter les entrevues et les reportages des Années-Lumière en direct ou en rattrapage sur l'application Radio-Canada Audio. Plus de 3 800 postes d'enseignants restent à combler au Québec à quelques jours de la rentrée scolaire. Les enseignants non légalement qualifiés feront encore partie de la solution pour... Et oui, l'année scolaire a de nouveau commencé avec un déficit d'enseignants et d'enseignantes cette année. Qu'est-ce que cette pénurie de personnel présente comme particularité quand il s'agit d'enseignement des sciences? Question que je soumets à Estelle Desjarlais. Elle est doctorante, elle est chargée de cours en didactique des sciences à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Bonjour, Madame Desjarlais. Bonjour. C'est toujours essentiel de comprendre d'où on part pour comprendre où on est rendu. Quel portrait rapide est-ce qu'on peut faire de l'enseignement des sciences, au primaire en tout cas, avant même la pénurie dont il est question en ce moment? Oui, donc avant la pénurie, puis ça date quand même de plusieurs années, je dirais même décennies, là, si on se fie au rapport du Conseil supérieur de l'éducation. On sait que la qualité de l'enseignement des sciences au primaire, elle est assez précaire en fait. C'est la matière que les enseignants vont déclarer comme étant celle généralement avec laquelle ils sont le moins à l'aise au primaire. Et il y a toutes sortes de défis liés à la formation ou à la perception qu'on a des sciences qui font en sorte que, malheureusement, depuis déjà plusieurs décennies, on a un problème avec la qualité ou la quantité même de temps qui est attribué aux sciences à l'école primaire avant même la pénurie. Puis c'est vrai au Québec, mais c'est vrai aussi un peu partout, là, dans le sens que on a des conceptions de ce que c'est que la science, des fois qui sont c'est une liste de choses à apprendre par cœur parce que c'est peut-être ce qu'on a vécu à l'école. Ça fait en sorte que beaucoup d'enseignantes arrivent avec un sentiment d'inconfort, une impression de se dire moi, je connais pas grand-chose en sciences, je saurais pas comment répondre aux questions des élèves. Donc, les études là, en enseignement didactique des sciences nous montrent qu'il y a du travail à faire pour déconstruire un petit peu ces perceptions-là puis faire découvrir l'enseignement des sciences sous un autre angle chez beaucoup de personnes enseignantes. Qu'est-ce qu'il y a de minimum comme base? Qu'est-ce qu'on a comme formation pour enseigner les sciences au primaire? Mais d'abord, quand on va faire ses études au baccalauréat pour devenir enseignante au primaire, dépendamment des universités au Québec, ça va entre 3 crédits, puis parfois dans certains programmes jusqu'à 6, 9 crédits de cours de formation en didactique des sciences. Puis à ça, on peut ajouter la formation continue pour perfectionner leur connaissance en sciences. Si on revient à la situation actuelle, Mme Desjarlais, avec la pénurie qu'on vit, la pénurie de personnel, c'est difficile d'imaginer que la tendance qu'on constate depuis des décennies va s'améliorer ou même se renverser.
Bien, exactement. Une pénurie, bien, ça crée une situation d'urgence. Puis, en situation d'urgence, n'importe quelle situation d'urgence dans la vie, il faut faire des choix puis prioriser. Peut-être qu'on va aller vers des matières, entre guillemets, le plus prioritaires ou plus les mathématiques, le français. Il y a la question aussi de la priorisation dans les programmes. On est en train de développer des programmes qu'on dit là, d'accès rapide pour des gens qui enseignent déjà, mais qui n'ont pas de brevet, donc des personnes non légalement qualifiées, mais qui ont déjà des postes dans des écoles. Puis ces programmes-là doivent se faire rapidement avec des gens qui travaillent à temps plein. Puis parfois, bien, jusqu'à maintenant, on doit prioriser. Donc, tout est un petit peu réduit, mais ça fait que les cours de didactique des sciences vont être aussi réduits. On peut penser que ça peut avoir un impact là, sur l'enseignement des sciences dans le futur. Est-ce que vous êtes inquiète? Je suis inquiète, oui, dans le sens où la pénurie, elle a des impacts sur les élèves, elle a des impacts sur les enseignants, Moi, évidemment, je m'intéresse particulièrement à la didactique des sciences, puis je constate déjà que la situation, elle est difficile. Moi, je travaille là-dessus beaucoup, que ça soit comme chargée de cours, mais aussi dans mes projets de recherche, à essayer de revaloriser, d'aider, d'accompagner, d'aider les enseignantes à reprendre confiance puis à essayer des nouvelles choses dans l'enseignement des sciences. Mais c'est sûr qu'une pénurie, une situation d'urgence dans laquelle il faut faire des choix, des priorités, ben moi, oui, je suis inquiète que les sciences passent un peu en dernier dans la liste de priorités ou du moins à la fin, puis que ça ait un impact, en fait, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'au primaire, on est vraiment dans l'exploration de la démarche. Mais quand on arrive au secondaire, les élèves, s'ils n'ont jamais fait de sciences, bien, ils n'ont pas pu construire une bonne idée de ce que ça veut dire, de comment on explore, comment on pose des questions. Ils n'ont pas pu développer cette curiosité-là. Puis on arrive avec des concepts qui sont beaucoup plus complexes puis abstraits. Puis des fois, c'est là qu'on remarque dans les études qu'il y a une baisse d'intérêt importante là, parce que les élèves sont mal préparés finalement. Donc, on le comprend, les sciences fragilisées dans le programme, dans ce contexte de pénurie d'enseignants. Et les auditeurs seront peut-être surpris d'apprendre que dans le programme primaire, il n'y a pas de minimum d'heures consacrées aux sciences, n'est-ce pas? Non, exactement. Dans le régime pédagogique, il faut savoir que c'est obligatoire d'enseigner les sciences, mais on ne dit pas combien de temps il faut y consacrer. Donc, il y a une banque d'heures là, qui se retrouve pour différentes matières, l'univers social, les arts et les sciences en font partie. On dit il faut y consacrer un certain nombre d'heures parmi cette banque d'heures qui reste par semaine. Donc, il n'y a pas de minimum obligatoire qui est inscrit. Puis ça fait en sorte que selon le niveau de confort, l'intérêt, les compétences de la personne qui enseigne, bien, ça va pouvoir varier beaucoup, en fait, d'une classe à l'autre. Estelle Desjarlais, merci beaucoup de ces réponses. Merci. Estelle Desjarlais est doctorante à l'Université du Québec à Montréal. Elle est chargée de cours en didactique des sciences à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ici Radio-Canada Première, du cœur aux idées. Alors, on vient d'entendre un extrait du film qui évoque le grand Farinelli. C'était un castrat, donc ces chanteurs qu'on castrait à un jeune âge pour qu'ils conservent leur voix aiguë d'enfant. Pourquoi on vous fait entendre ça? C'est qu'il y a certaines informations. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est la réalité? C'est ce qu'on va voir. Des informations qui nous disent que les mâles castrés vivent plus longtemps que les mâles non castrés. En tout cas, on le dit pour les animaux de compagnie comme pour les chiens. Alors, avec Marie-Pierre Elie, on se demande la question essentielle et existentielle. Bonjour, Marie-Pierre. Bonjour, Sophie-André. Alors, est-ce que c'est vrai? En tout cas, la question va très certainement intéresser dans un premier temps les propriétaires de chiens qui veulent passer le plus de temps possible avec leur ami poilu. Mais aussi, là, c'est certain qu'on est curieux de savoir si la castration pourrait augmenter l'espérance de vie du seul animal qui anticipe sa propre fin et qui souhaite activement prolonger sa vie le plus longtemps possible, l'être humain. Effectivement. Puis, bon, l'hypothèse de départ ici, c'est que dans la vie, on ne peut pas tout avoir. Et donc, que se reproduire, ça implique nécessairement un compromis au niveau de la longévité, puisque nos mécanismes de réparation de l'ADN vieillissant sont limités et que la priorité, c'est d'abord et avant tout la propagation de ce matériel génétique-là. Mais quand il n'y a rien à propager, qu'on ne se reproduit pas,
toutes les ressources peuvent être consacrées à la réparation. Je simplifie un peu, mais ça ressemble à ça et il y a de plus en plus de recherches qui vont dans ce sens-là. Bien, on va y faire écho à ces recherches-là. On va commencer avec les animaux, Marie-Pierre, parce que ça doit être quand même un petit peu plus facile quand on fait de la recherche de faire des études qui comparent des individus qui sont castrés quand on parle d'animaux. Bien sûr. Et pour plusieurs espèces animales, oui, la stérilisation semble bel et bien ajouter quelques années à l'espérance de vie. On pense aux rats de laboratoire, bien sûr, mais aussi aux chats, aux chiens, aux chevaux et aux moutons. Puis là, on ne va pas se taper tous les protocoles de recherche, là, ni même les résumés pour chacune des espèces, mais avant d'en arriver à l'humain, on va quand même s'attarder un petit peu à son meilleur ami, le chien. Allons-y. Une des plus importantes recherches a été publiée dans la revue PLOS One en 2013. Ce sont des chercheurs de l'Université de la Géorgie qui ont analysé les dossiers de plus de 40 000 chiens qui couvraient une période qui s'étalait sur 20 ans. L'étude portait à la fois sur des mâles et des femelles. On les a divisés en 2 groupes, ceux qui avaient été stérilisés et ceux qui ne l'avaient pas été. Ils ont ensuite comparé l'âge moyen de décès des 2 groupes. Et puis là, bien entendu qu'ils ont tenu compte d'autres facteurs que la stérilisation qui auraient pu avoir une influence sur la longévité. Ah oui. Donc, ils ont ajusté les résultats en tenant compte, par exemple, de l'âge, de la race et des conditions médicales spécifiques des chiens. Et justement, les résultats, ça donne quoi? Écoutez bien ça, l'âge moyen de décès des chiens dits intacts était de 7,9 ans, tandis que celui des chiens stérilisés était de 9,4 ans. Donc, c'est quand même une bonne différence. Les auteurs ont par contre fait remarquer que, de manière générale, la longévité des 40 quelques mille chiens de l'étude est probablement moins grande que ce qu'on s'attend à observer chez les chiens en général, parce que les données qu'ils ont analysées concernaient uniquement des chiens qui avaient été référés dans un hôpital vétérinaire. Ah, donc malades? Bien, en partant, oui, c'est ça. On avait affaire à un échantillon d'animaux, oui, plus ou moins malades. Mais c'est quand même vraiment intriguant, là. Pourquoi cette différence-là? On a beau saisir les grandes lignes là, du coût énergétique associé à la reproduction, ce qu'on expliquait un peu plus tôt, donc un éventuel avantage à ne pas se reproduire, on se demande vraiment quels sont les mécanismes purement biologiques qui semblent favoriser les animaux stérilisés et qui sait peut-être éventuellement les humains stérilisés. On y arrive bientôt. Et ça, quand on arrive à ce niveau de détail-là, ça devient assez difficile à étudier. Oui, mais on a quand même des pistes. Là, on est dans le très pointu, mais par exemple, des chercheurs néo-zélandais et américains ont comparé des moutons castrés à des moutons non castrés. On parle là ici seulement de mâles, en s'attardant spécifiquement au vieillissement de leur ADN. C'est-à-dire qu'ils sont vraiment allés scruter au cœur de leurs chromosomes des différences, non pas au niveau de la composition de l'ADN, mais des différences purement épigénétiques dans la manière dont cet ADN-là régule l'expression des gènes, par exemple. Oui. Et en très résumé, ce qu'ils ont vu de leurs yeux vus, c'est que ce qu'ils appellent le taux de tic-tac de l'ADN des moutons castrés, le rythme auquel leur ADN vieillit, grosso modo, est moins rapide. Et puis cette différence-là, elle était plus marquée dans les cellules bien garnies en récepteurs d'hormones mâles. Oh, il y a une piste, là. Qu'est-ce que ça implique, ça, concrètement? Oui, la piste de la testostérone, qui aurait une influence marquée sur le vieillissement et toutes sortes d'autres processus indirectement liés. La testostérone pourrait, par exemple, non seulement accélérer le vieillissement des cellules lui-même à travers des modifications épigénétiques, mais aussi affaiblir le système immunitaire. Et les mâles castrés, bien entendu, ils ont moins de testostérone et seraient donc prédisposés à vivre plus longtemps. Bien, c'est là qu'on amène la question pour les humains. Est-ce qu'un homme, un humain qui choisirait de renoncer à une bonne partie des satisfactions de la vie sexuelle, naturelle et reproductive, est-ce que cet homme-là pourra en échange gagner des années de vie? Là, c'est difficile d'avoir une réponse coulée dans le béton. Puis on se doute que même si c'était le cas, là, le marché de la castration serait fort probablement jamais très lucratif. Mais oui, c'est une question qui a été étudiée et oui, il semblerait, Sophie André, que la castration puisse augmenter l'espérance de vie. Évidemment, je précise que ça reste des résultats à prendre avec un grain de sel. Il n'y a aucune étude qui a pu, là, comme ça a été fait avec des chiens, comparer un échantillon total de 40 000 humains, dont plusieurs milliers de mâles castrés, et puis encore moins là, analyser ce qui se passe dans les tréfonds de leur ADN, comme avec les moutons. C'est certain, là, on a compris que les hommes castrés, ça ne court pas les rues, mais, par exemple, au milieu du 20e siècle, des patients institutionnalisés étaient encore parfois, pour toutes sortes de raisons qui seraient jugées complètement inacceptables aujourd'hui,
castrés, soit chirurgicalement ou chimiquement. C'est vrai. Ça pouvait arriver, par exemple, quand on jugeait leur comportement sexuel problématique, qu'on les considérait trop agressifs ou même pour des raisons eugéniques. Oui, là, il y avait plusieurs États américains qui avaient adopté des lois qui autorisaient la stérilisation forcée des personnes institutionnalisées pour des troubles mentaux, des déficiences intellectuelles et d'autres conditions qui en faisaient des individus soi-disant inférieurs qu'il fallait empêcher de se reproduire. Quelle époque. Eh oui. Bref, en comparant la longévité de 297 hommes castrés à celle de 735 hommes non castrés, tous institutionnalisés pour des troubles mentaux. Une étude publiée en 1969 dans le Journal of Gerontology a démontré que les hommes castrés avaient une espérance de vie moyenne de 70,7 ans, alors que celle des hommes non castrés était de 64,7 ans. Quand même une différence, là. Il y a une autre étude qui s'est intéressée à ce qu'on entendait tout à l'heure, là, un castrat, les chanteurs, comme ce qu'on entendait. Oui, plutôt une correspondance, donc un article très court, publié dans la revue Nature en 1993, où on a examiné la longévité de 50 castrati, donc des chanteurs italiens qui avaient été castrés alors qu'ils étaient encore enfants pour conserver leur voix aiguë. Ces hommes étaient nés entre 1581 et 1858 et on n'a rien remarqué de significatif en les comparant à un groupe contrôle de 200 chanteurs non castrés qui étaient nés durant la même période. Mais en 2012, une équipe de chercheurs coréens a publié une autre étude dans la revue Current Biology, toujours réalisée à l'aide d'archives historiques. Et cette fois, non pas en s'intéressant à des chanteurs, mais à des hommes qui servaient la cour royale jusqu'à la fin du 19e siècle et qu'on appelait des eunuques. Ah ben oui. Oui, ces hommes-là étaient castrés pour toutes sortes de raisons. C'est une tradition qui remonte à plusieurs siècles et qui était aussi courante en Chine et dans d'autres cultures royales. On voulait, entre autres, s'assurer de la loyauté des eunuques, les empêcher d'avoir une descendance avide de pouvoir au sein de la cour. On élimine la compétition. Ben, c'est ça, les rendre un peu plus dépendants pour s'assurer leur fidélité et leur permettre de servir aussi les femmes, ce qui est interdit pour les hommes non castrés. Et en fouillant la généalogie de 385 eunuques qui ont vécu entre le milieu du 16e et du 19e siècle, les chercheurs ont pu confirmer l'âge au décès de 81 d'entre eux. Ils ont ainsi obtenu une longévité moyenne de 70 ans, ce qui était de 14 à 19 ans de plus que des hommes issus d'un milieu socio-économique similaire. Il y avait même 3 centenaires parmi eux, chose très rare à l'époque, là, encore assez rare aujourd'hui. Et ici aussi, les chercheurs pensent que c'est en réduisant les niveaux de testostérone que la castration aurait ralenti le vieillissement et diminué le risque de développer toutes sortes de maladies, comme les maladies cardiovasculaires et différentes infections. Eh bien, on n'aura pas le fin mot de l'histoire et on espère qu'il n'y en aura jamais d'études sur les humains sur ce sujet-là, mais fort intéressant comme information. Merci beaucoup, Marie-Pierre. Un plaisir. Vous avez peut-être vu passer cette semaine le dossier de notre collègue journaliste Philippe Robitaille-Groux sur les différentes plateformes web d'ici Radio-Canada. On parle des promesses qui sont faites par les entreprises de neurotechnologie, donc des produits vendus en ligne pour des centaines, parfois des milliers de dollars. Qu'est-ce que ça promet? Ben, améliorer vos fonctions cérébrales par le biais de l'électricité. Ça peut dire exercer votre cerveau pour vous aider à aller mieux. Le genre de choses qui peut nous intriguer, voire même nous intéresser. Mais il y a un hic. Ce sont des entreprises qui réussissent à échapper aux réglementations médicales, en plus de collecter des données personnelles sur les utilisateurs. Philippe Robitaille-Groux est avec nous. Bonjour. Bonjour, Sophie André. On va parler de ces neurotechnologies, d'ailleurs. À quoi ça ressemble? Oui, alors bon, quand on parle de neurotechnologie, là, on parle de n'importe quel appareil qui sert à enregistrer ou bien à modifier l'activité du cerveau ou plus largement celle du système nerveux. Et bon, à la base, ces technologies-là étaient développées dans des contextes médicaux, sauf que depuis quelques années, le développement de ces technologies-là, des neurotechnologies, donc,
donc, c'est de plus en plus accessible, de plus en plus abordable pour les entreprises aussi, là, qui ont commencé à en vendre en ligne, à vendre de tout et n'importe quoi. La plupart du temps, ça prend la forme de casques ou bien de bandeaux qu'on peut faire livrer chez soi pour, soi-disant, aider à dormir, pour améliorer sa mémoire, pour traiter sa dépression ou même pour trouver l'amour, rien de moins, en naviguant sur les applications de rencontres selon l'analyse de son activité cérébrale. Imaginez. Ouais. Donc, bon, les géants de la technologie ont eux aussi commencé à flairer l'affaire, à se mêler de la partie avec, entre autres, Apple qui a déposé l'an dernier une demande de brevet pour des appareils qui ressemblent à ces fameux écouteurs AirPods, vous savez, mais qui sont munis d'électrodes pour analyser l'activité électrique du cerveau de ses utilisateurs. Ouais, donc, le marché est en pleine effervescence en ce moment. Oui, du côté du marché, mais il y a peut-être un manque de réglementation pour encadrer ce développement des neurotechnologies. Oui, c'est ça. En fait, j'ai discuté avec plusieurs spécialistes en la matière qui m'ont parlé d'un véritable Far West en ce moment pour tout ce qui est des neurotechnologies commerciales. C'est-à-dire que quand ces produits-là sont vendus en ligne par des entreprises, ben, ils sont généralement vendus comme des produits de bien-être ou encore comme des produits de divertissement. Et en catégorisant leurs produits comme ça, ben, les entreprises ont pas à se soumettre aux normes strictes que doivent respecter, par exemple, les produits de santé. Donc, elles peuvent échapper à ces réglementations-là. Et en plus, elles récoltent des données, elles ont accès à des données sensibles sur l'activité cérébrale de leurs utilisateurs. Mais ces données-là, est-ce que les compagnies elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec? Bien, à peu près, oui, parce que les données récoltées par ces produits-là, ben, elles sont encore là, pas considérées comme des données médicales. Donc, elles n'ont pas toute la protection qui entoure les données médicales, même si l'activité cérébrale, ben, ça peut en dire long sur la santé mentale, sur la santé physique, même sur le processus cognitif des individus. Alors, ces données-là, les entreprises peuvent les utiliser ou bien les vendre à d'autres entreprises ou organisations quelconques. Bon, il y a d'ailleurs un rapport sur le sujet qui a été publié en avril par la Fondation NeuroRights, qui est un chien de garde du développement des neurotechnologies dans le monde. Et parmi les 30 entreprises de neurotechnologie que la Fondation a étudiées, il y en a 29 qui, en se fiant à leur politique et conditions d'utilisation, qui se donnaient la possibilité de partager les données récoltées sur leurs utilisateurs avec des entités extérieures quelconques. Carrément un morceau de nos cerveaux qui est offert comme ça. Bon, neurotechnologie, on en parle, celle dont on parle depuis le début, on parle de type commercial, des choses en vente. Ça n'a pas toujours été validé par la science, bien sûr, mais il y en a des recherches, il y en a des applications médicales dont on sait qu'elles apportent des réels bénéfices. Oui, c'est ça. Donc, en médecine, le potentiel est immense avec les neurotechnologies. En fait, je peux vous parler, par exemple, d'Anne Johnson, une femme américaine paralysée qui a pu commencer à s'exprimer de nouveau par l'entremise d'un avatar dans un ordinateur qui était connecté à son cerveau et qui traduisait ses signaux cérébraux en mots, quand même. Donc, ce cas-là, ça a été décrit dans une étude qui a été publiée l'an dernier dans la revue Nature. Et l'année précédente, une autre étude dans Nature rapportait qu'un homme, lui aussi paralysé, il réussissait à écrire des lettres sur un ordinateur juste en s'imaginant en train de bouger les yeux pour écrire les lettres. Donc, il ne pouvait même pas bouger les yeux pour vrai, mais juste en s'imaginant en train de les bouger, il réussissait à écrire. Sinon, il y a des travaux qui sont menés en ce moment pour traiter des maladies comme le Parkinson avec des électrodes dans le cerveau ou bien pour permettre à des personnes victimes de lésions à la moelle épinière de recommencer à marcher. Bon, dans tous ces cas-là, les neurotechnologies utilisées sont plus invasives que celles vendues au grand public. Là, ça implique des électrodes dans le cerveau, c'est dans ça, la moelle. C'est ça, voilà, ça implique des implants, des chirurgies quand même. Par contre, même les neurotechnologies non invasives, elles s'en viennent de plus en plus efficaces avec l'intelligence artificielle, d'où un peu la difficulté dans tout ça de légiférer pour limiter les risques éthiques sans pour autant freiner le développement de technologies qui sont aussi prometteuses. Est-ce qu'on s'est essayé, Philippe? Est-ce que dans le monde, il y a eu des tentatives pour limiter les risques de dérive qu'on associe à ces neurotechnologies? Oui, il y a eu quelques tentatives, du moins pour ce qui est de la protection des données sur l'activité cérébrale. Il y a le Chili qui est un véritable pionnier. En fait, c'est devenu en 2021 le premier pays au monde à inscrire le droit à l'intégrité mentale dans sa constitution, carrément. Ça a même permis à un Chilien d'obtenir gain de cause en Cour suprême contre le fabricant de neurotechnologie Emotiv, qui a dû donc supprimer toutes les données qui avaient été récoltées sur le citoyen en question. Sinon, aux États-Unis, il y a les États du Colorado et de la Californie qui ont aussi pu légiférer. Elles ont légiféré cette année même là, pour protéger ces données-là. Et à l'échelle plus globale, il y a l'UNESCO qui s'apprête à présenter à ses États membres en septembre l'ébauche d'un texte de recommandation mondiale sur l'éthique des neurotechnologies. Tiens donc. Donc, il y a un groupe d'experts qui s'était réuni justement cette semaine pour travailler sur ce texte-là.
là. Le document ne sera pas légalement contraignant pour les pays, mais ça va quand même être un début de réflexion un peu plus approfondie là, sur ce que les autorités devraient faire pour faire face à l'arrivée des neurotechnologies dans le monde. Fort intéressant. Merci d'avoir fouillé le sujet. D'ailleurs, les gens peuvent lire l'article intitulé « Neurotechnologie commerciale, un Far West à l'abri des normes médicales ». Ça a été publié cette semaine sur le site radiocanada.ca. Philippe Robitaillecourt, merci beaucoup. Merci à vous. Et merci à vous d'être à l'écoute des Années-Lumière. Ça se termine ici pour cette semaine. Merci à toute l'équipe. Ici Sophie-André Blondin. À dimanche prochain.